l'Afrique n'a pas été tendre vis-à-vis des pays africains. Principalement, il a également fait une incursion dans le quotidien des Camerounais. La politique gouvernementale du pays est donc mise en main par les propos de l'enfant de l'Élysée, et on peut le lire à travers les différentes parutions de ce mardi. Plusieurs journaux ont titré sur cette question. Le journal Le Soir, les Camerounais en colère, la météo à qui profite le jugement à géométrie variable de Macron. C'est une autre publication de ce jour, tout comme d'autres publications sont revenues sur cette sortie du président français, une sorte d'unanimité sur les propos tenus par le président français contre le pays de Paul Biya, mais également contre plusieurs autres nations africaines. On fait le choix de consacrer à ces propos-là, et je rappelle que le président Emmanuel Macron est d'ailleurs face à la presse dans son pays ce mardi, et il davantage revient sur la situation du coronavirus, et il s'est adressé aux Français pour apporter quelques précisions et quelques mesures conservatoires prises pour alléger la vie de ses concitoyens en France au regard de la pandémie Covid-19 qui continue d'en faire des ravages. Mais comment comprendre ces sorties d'Emmanuel Macron? Pourquoi ce tollé? Pourquoi cette désapprobation? Pourquoi ces dénonciations et condamnations? On en parlera dans cette édition de Tout au théâtre sur la télévision du monde. Vous le savez, l'émission se veut être interactive. Merci de nous accompagner à travers le 6 99 137 30 26 et également à travers d'autres points d'accès sur la télévision du monde, LTM-TV officielle. Bien évidemment, mesdames et messieurs, vous faites partie de la grande famille de Tout au clair, lundi, mardi, mercredi, 21h, 23h sur cette antenne. Et avec vous, nous faisons l'actualité, nous présentons l'actualité et nous revenons sur les sujets femmes de la journée. Et vous le savez, l'émission, c'est avec des invités triés sur le volet. Ce soir encore, ils sont... Nous revenons sur le plateau de Tout au clair, justement pour nos invités déjà confortablement installés. Et parmi nos invités de ce soir, on le fait avec beaucoup de plaisir, enseignant dans les universités du Cameroun, qui est spécialisé en droit public. Le docteur Louison Somba est avec nous ce soir. Docteur Somba, bonsoir. Bonsoir Frédéric Moutonné, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer avec respect les autres co-panélistes avec lesquels nous avons certainement éclairé la lanterne des nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Merci beaucoup à vous, docteur Louison Somba. Je rappelle que vous avez justement bénéficié de votre casquette d'enseignant et davantage d'acteur du droit public pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette sortie. C'est vrai qu'il y a une nouvelle casquette. Je suis membre de l'Organisation internationale pour la défense des droits de l'homme au Cameroun. C'est une autre casquette à laquelle nous manquerons pas également. Voilà. Merci à vous, docteur Louison Somba. Autre acteur qui nous accompagnera ce soir, il est aussi universitaire dans un certain ordre. Il est également, pour certains qui le connaissent davantage, il est écrivain, il est chercheur en relations internationales. Au-delà de ces différentes casquettes-là, c'est un journaliste indépendant, il n'en manquera pas également de profiter pleinement de ces différentes casquettes. D'ailleurs, il nous a servi un bouquin il y a quelques mois seulement. Le bouquin a peine sorti, le Cameroun dans la géométrie des relations internationales, un bouquin assez riche et diversifié. Nous avons le plaisir et Yambi que nous recevons ce soir. Eric, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accompagner ce soir. C'est moi qui vous remercie. Permettez que je dise également bonsoir à vos téléspectatrices et téléspectateurs de mettre... Autre acteur à nous accompagner, il vient du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il est secrétaire national délégué en charge de l'aménagement du territoire, infrastructure, urbanisme, foncier et domaine de l'État. Il nous vient de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Willy Mende est communicant pour cette formation politique de l'opposition.
Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Thomas. Je suis ravi de revenir dans vos studios peut-être un an après et essayer de partager quelques points obscurs sur l'actualité qui pourrait préoccuper votre rédaction aujourd'hui. Bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM et vivement que notre contribution puisse être peut-être satisfaisante ce soir. Je compte sur vous pour que cette contribution soit suffisamment satisfaisante ce soir. La dernière fois, vous nous avez donné la plénitude de ce que vous aviez. Et ce soir encore, on espère pouvoir bénéficier de votre contribution dans le cadre de ce programme de ce soir. Et il me revient également ce soir, c'est le consultant Michel Mouzola, directeur de publication de Heure en Plus. Michel, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir aux panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs et ceux qui nous abonnés sur votre chaîne et plus particulièrement sur votre émission. J'imagine nombreux sont ceux qui sont en train de nous regarder à travers le monde. J'ose croire que quand je lis les panélistes de ce soir, nous pourrions apporter quelque chose à nos téléspectateurs. On va et on compte sur vous, messieurs, de cette émission de ce soir. Michel, vous savez, on va rester avec vous. C'est la tradition, c'est le consultant qui donne le temps, il est là pour ce qui est de la thématique du soir. Ce soir, nous parlons justement de cette interview accordée par Emmanuel Macron, le président français, à Jeune Afrique. C'est un magazine très connu sur la place médiatique africaine et même internationale. Davantage, on peut comprendre que Jeune Afrique s'intéresse à la volonté d'Emmanuel Macron de parler du continent noir, puisque Jeune Afrique a davantage la casquette de s'intéresser aux politiques africaines. Bien écoutez, on ne change pas dans nos habitudes journalistiques un titre, un qualificatif peut être quelque chose qui est pérennisable sur des siècles. Moi j'aurais pu dire Jeune Afrique, comme ça reste toujours jeune, peut-être jeune dans les idées, jeune dans les approches, jeune dans tout. La première, ils ont eu l'opportunité de clocher une interview au président français qui n'est que le chef d'État il y a quelques années. Et j'estime pour moi que cette posture n'est pas aussi mauvaise sur le plan de la dimension et de l'approche journalistique, et que donner avoir des personnes ressources comme nous y sommes autour de ta table. C'est arriver à décrocher de telle tête pour venir discuter d'un débat citoyen. Je pense que ce ne serait pas une mauvaise chose. Mais Macron demande davantage que l'Afrique reste une priorité de la France, ce qui est une évidence. Une priorité, vous dites? Oui, mais sans l'Afrique, la France existerait, mais pas comme elle existe en ce moment. On planifie un certain nombre de choses tout en tenant compte des politiques africaines. En France, la France, sur un certain nombre de choses, même la politique africaine, on a tenté depuis la nuit des temps de vouloir faire à ce que la politique française arrive à se déconnecter des réalités africaines. Mais ce n'est pas possible quand on voit le pool d'intérêt que les Français détiennent en Afrique. Nous ne pouvons pas, aucun chef d'État français ne saurait à un moment donné se déconnecter de l'Afrique sans faire la France sans l'Afrique. Ce qui est évident. Nous avons eu des chefs d'État d'ailleurs qui se sont passés. Le président Biya nous a rappelé qu'il était l'un des meilleurs élèves de Mitterrand à son temps. Il ne faut pas écarter ça. Pourquoi est-ce qu'il a dit ce propos est assez politique pour que l'interprétation que la tombée du mur de Berlin et maintenant les socialistes qui prenaient pour la première fois le pouvoir en France sur Mitterrand et voir comment est-ce que les propos se sont tenus entre les différents chefs d'État, surtout de l'Afrique francophone. Il faut pouvoir le dire parce que nous ne sommes pas dans le même cataclysme que les pays de l'Afrique de l'Est qui ont leur politique envers la France, particulièrement les pays de la zone francophone, où un langage peut avoir tout simplement une attitude diplomatique dans l'approche, que ce soit dans l'approche politique, que ce soit dans l'approche sociologique, tout ça conclut à faire comprendre aux uns aux autres que la sortie du président Macron une attention particulière. Vous voyez que si Macron a fait les pays européens, il a plus fait les pays africains que
que les pays européens, quand vous voyez ces voyages à travers les pays européens, vous verrez qu'il était au Mali, Sabino Mali est au Mali, il est venu, il était au Sénégal, il était en Côte d'Ivoire, il a été... Donc il faut comprendre que c'est le pool d'intérêt qui attire le président français à venir dans ces pays africains, surtout les pays d'Afrique francophone. Et les problèmes y afférents l'intéressent au premier plan. Est-ce que véritablement on doit pouvoir comprendre que c'est une véritable affection d'Emmanuel Macron pour les pays africains? J'aimerais déjà vous répondre en précisant les propos du général de Gaulle qui lui-même disait que dans les relations entre les États, il n'y a pas d'amis, mais il n'y a que les intérêts. Le fait que le président Macron parle incessamment, régulièrement de l'Afrique, ça montre le faisceau d'intérêts qui existe entre les deux entités, forcément. Mais il le dit aussi à un moment grave de l'histoire de ces deux parties. C'est que en ce moment, la France a du mal à se réinventer, la France a du mal à faire cette mutation pour être au rendez-vous de l'Afrique. En réalité, il se passe que le rendez-vous de l'Afrique, c'est 2050. C'est ça le rendez-vous de l'Afrique. 2050, le continent africain aura 2 milliards d'habitants. Il y a donc une réflexion théorique française qui fait que ne plus avec le même visage, ou si vous voulez, avec le même masque que ça a été jusqu'ici là. C'est pour ça que la France a envie de se faire belle. La France veut qu'on la regarde autrement. La France veut faire autrement. D'ailleurs, je porte à votre connaissance un rapport qui est sorti l'année dernière, qui était évidemment, n'est-ce pas, commandé par le président Macron, qui était spécifié ainsi, relancer la présence extrêmement intéressante, et même, c'est curieux, n'est-ce pas, pourtant c'est la réalité, parce que derrière une langue, il y a une culture, il y a un mode de vie, il y a une façon de faire. La France veut vendre son mode de vie. Alors, donc pour répondre de manière terre à terre à votre question, le président Macron aimerait évidemment, n'est-ce pas, voir l'Afrique autrement. Mais la réalité des faits, c'est que la France-Afrique est têtue. Et la définition que Houphouët-Boigny donne à la France-Afrique, c'est la relation particulière qui existe entre l'Afrique noire francophone et la France. Elle est particulière au sens des intérêts. Elle est particulière au sens de la façon de faire. Elle est même particulière au sens du mode d'emploi. Alors, donc aujourd'hui, ce que moi je pense, c'est que le président Macron, il va s'inscrire dans la lignée de ses prédécesseurs, mais avec le peu de changements de surface qui voudrait qu'il utilise le soft power. Il sera différent au sens de l'approche, mais les intérêts resteront évidemment les mêmes. On parlera certainement de ces intérêts dans cette émission de tout au point, au regard du point que vous évoquiez tout à l'heure, la France-Afrique, et on reviendra sur le cas spécifique du Cameroun avec ses propos qui semblent choquer les uns les autres, ça et là, mais avant, vous êtes un acteur politique, un acteur de la scène politique camerounaise. Comment est-ce que vous lisez cette sortie du président français? Il a vraiment été nécessaire qu'on puisse recentrer les vocables qui ont été émis par le patron de l'Élysée. Macron, c'est déjà la deuxième fois. On se rappelle qu'en octobre 2019, il y a pratiquement un an, presque les mêmes mots ont été émis par Emmanuel Macron à l'endroit des autorités de Yaoundé, notamment M. Biya, qui est là, président de la République au Cameroun, disons-le ainsi. Et récemment, donc, à travers cette adresse via Jeune Afrique, Emmanuel Macron retrace quelques mots en demandant aux autorités de Yaoundé un peu plus d'ouverture vis-à-vis de la classe politique qui est promoteuse de l'opinion dissidente dans un espace démocratique. Il répond parce qu'on lui pose la question de savoir pourquoi est-ce que le professeur Maurice Kamto a signé un résidence sans fondement juridique. Il dit, pour pousser le pion plus loin, en demandant à ce qu'il y ait un renouvellement, et il faisait donc ainsi allusion à ces fronts que nous avons, notamment la guerre contre le terrorisme, c'est-à-dire contre Boko Haram à l'extrême nord, mais aussi la crise sociopolitique en zone anglophone. Qui s'adresse à qui? C'est Emmanuel Macron et le président français qui s'adresse à qui? Qui s'adresse à M. Biya, le président du Cameroun. Là, tout de suite, certains pourraient peut-être voir cela comme une ingérence. Il y en a qui vont crier à la souveraineté des États, sauf que sur le plan diplomatique, sur le droit international,
quand on regarde sur le prisme historique les relations entre Paris et Yaoundé, on comprend très bien dans quel contexte Paris a été présent aux côtés du Cameroun depuis la chute de Mora en 1916. C'est par conquête militaire, ce n'est pas été une négociation entre l'État français et le Cameroun, le terroir qu'il était en ce moment-là. C'est-à-dire c'est à la chute de Mora en pleine Première Guerre mondiale que le condominium franco-britannique est signé au Cameroun et les Camerounais subissent la présence française, chemin faisant. Nous arrivons en 60, on pourrait peut-être pour avoir une indépendance. Malheureusement, elle est sur des papiers. On comprend la portée encore, la présence française dépendant foncièrement, économiquement de la France, dépendant militairement de la France, dépendant sur d'autres plans, y compris culturels. Nous exprimons ici en langue française. Ça fait partie de ce qu'on appelle les survivances coloniales, c'est-à-dire les cordons par lesquels nous sommes attachés à ce pays-là. Comment pouvons-nous penser être aussi égaux que les Français? Comment l'État camerounais peut-il se permettre de brandir la souveraineté devant l'État français? Ça veut dire qu'en fait, Emmanuel Macron, en tant que chef d'État français, s'adresse justement à un pays qui lui a donné toute la possibilité d'exercer ce droit sur lui. Il faut comprendre, parce que quand il le dit avec une certaine aisance. C'est nous qui voyons en cela un problème. Sauf que lui, il sait pourquoi il le dit. Donc, je disais qu'en fait, nous devons regarder quelle est la portée de notre souveraineté à côté de l'État français. On en parlera également dans le cadre de cette émission. Dr Bison Issomba, peut-on estimer que Macron, le président français, Emmanuel Macron, s'adresse ainsi dans ce canard-là à un président ou à un homologue, le président camerounais Paul Biya? Bien entendu, Frédéric Moutomé, je voudrais commencer par une digression pour souligner que lorsque le président de la République vient en première Élysée, et le président de la République, le président Paul Biya voit pratiquement depuis, je crois, Valéry Giscard d'Estaing, c'est-à-dire qu'il a vu près de 5 présidents français se relayer. Et je crois que celui qui a beaucoup plus fait des tours au Cameroun, je pense que Jacques Chirac est venu et François Hollande. Vous voyez donc, c'est bon de préciser cela. Et vous avez vu que depuis là, la France continue d'entretenir cette dynamique des rapports France-Afrique. Or, on avait cru qu'avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, cette relation-là allait, le cordon ombilical allait se couper, mais au contraire, vous avez vu chaque fois qu'il n'y a pas si longtemps, Macron a interpellé un certain nombre de chefs d'État africains qui s'y sont rendus. Au-delà de cela, je passe sur le compteur d'Éric Yongi, qui est un expert sur la question. Dans les relations internationales, il n'y a pas une égalité souveraine entre les États, mais c'est plutôt un rapport de force entre les États. Si vous regardez très bien, et ça je vais peut-être surprendre vos téléspectateurs, si aujourd'hui on a pu arriver à surseoir la loi sur le prélèvement sur les téléphones portables, je dois vous avouer que c'est pour la préservation des intérêts français. Et les gens ne le savent pas, et c'est une vérité. Autre chose que je voudrais également relever ici, on se rend bien compte que la France est devenue la terre des grandes annonces du chef de l'État. Observez bien, chaque fois que le président arrive en France, c'est en France qu'on découvre que le nord-est et le sud-est auront un statut spécial. C'est en France. Et même quand vous voyez la tenue du grand dialogue national, vous avez l'impression que c'est une pression faite par Macron, parce que plus tard, le président de la République dit « Je suis allé rendre compte ». Donc, toutes ces questions d'église montrent à suffire que, en réalité, les Français n'ont jamais cessé d'avoir un regard de manière globale sur l'Afrique, mais un regard plus resserré sur le Cameroun. Et cela se démontre aujourd'hui, parce que les intérêts français sont extrêmement grands au Cameroun. Vous avez vu la dernière fois, lorsque le président Macron a fait sa sortie pour indiquer qu'il a conditionné l'arrivée, l'invitation du président Paul Biya à Paris, par la nécessité de libérer les leaders des partis de l'opposition, plus précisément Maurice Kamto et les siens. L'annonce a été fracassante, mais elle a été très mal perçue par les Camerounais. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, la réalité en fait c'est que Macron sait sur quoi il s'appuie, qu'il s'adosse pour pouvoir tenir de tels langages. Alors,
considère-t-il le président de la République comme un homologue, ou comme un ami, ou comme un chef de l'État? Je pense qu'en réalité, ici, Macron le considère non pas d'abord, ça veut dire que c'est un chef de l'État, on ne va pas le nier ici, mais au-delà de cela, vous l'avez dit dans votre propos d'entendre, alors que là, on considère généralement la France comme un pays frère et ami. Donc, à un moment donné, un chef de l'État peut troquer sa casquette de chef de l'État ou de président de la République pour se comporter comme un simple citoyen, à même ou encore un ami qui peut, à un moment donné, vous préférer ou vous suggérer un conseil. Donc, moi, je pense que la sortie du président Macron ici, qui est, moi, à mon sens, qui est loin d'être une ingérence, me paraît être plutôt une pression qui est faite sur le chef de l'État sur le point tel que la décrispation justement du contexte socio-politique aujourd'hui qui est extrêmement tendu. Vous avez vu qu'il n'y a pas si longtemps encore, notre justice venait de vivre un scandale qui, à mon sens, vient ternir davantage l'image et la crédibilité de notre justice. Donc, tout cela réuni demande à suffire que les intérêts français sont grands et que dans l'esprit, la chambre internationale d'arbitrage basée à la Cour d'appel de Paris venait de donner raison à Bolloré sur le contentieux du conteneur. Donc vous comprenez qu'en réalité, si les Français peuvent être à un moment donné, peuvent avoir des positions contradictoires ou opposées, mais lorsqu'il faut défendre férocement leurs intérêts, ils se mettent ensemble. Et on se rappelle encore comment est-ce que François Hollande, Nicolas Sarkozy est à la France, considère l'Afrique comme sa mamelle nourricière. C'est-à-dire, et par là, elle doit donc veiller de sorte que tous les intérêts français puissent être préservés. Il faut que ces intérêts soient préservés, c'est votre point de vue. Michel Moussala, on a observé ce jour, depuis pratiquement ce lundi et ce mardi davantage, la quasi-totalité des unes ont axé leur propos sur cette sortie du président français. On l'a évoqué tout à l'heure à l'entame, le journal Le Soir, interview d'Emmanuel Macron à Jeune Afrique, les Camerounais en colère. On peut lire également la météo, tentative de déstabilisation à qui profite le jugement à géométrie variable de Macron. C'est une question qui est posée par votre confrère. La Tornade nous parle d'interview d'Emmanuel Macron. Les Camerounais disent non aux manœuvres de déstabilisation de leur pays. La nouvelle, France-Cameroun, Macron provoque les Camerounais. C'est une autre titraille qui a été rendu public. Génération Libre. Macron est devenu l'agent de notation des présidents africains. Notre publication, Perspective d'Afrique, le président Biya reçoit des injonctions de personnes. C'est toujours en rapport avec cette sortie. Et puis, dernière heure, interview à Jeune Afrique, des paroles insensées de Macron pour déstabiliser le Cameroun. Comment comprendre cette espèce de bouclier levé par la presse pour défendre le Cameroun vis-à-vis des propos tenus par Emmanuel Macron? D'expérience, j'ai l'habitude de dire que vous prenez du recul. J'aurais pu qualifier la sortie de Macron. Ceux qui sont habitués au langage diplomatique savent que ce n'est pas d'usage, ce genre de langage. Il n'est pas souvent hasardeux de l'avoir entendu dans certains cas. Si j'avais peut-être pas à dire autre chose, comme les autres, j'aurais pu dire que c'est un petit indiscipliné diplomatique, mais c'est un président d'une République française. Il faut prendre avec ce qu'il dit un certain nombre de précautions dans la riposte. Et je ne vois pas partout, ce qu'on entend par déstabilisation. Entre l'émetteur et le récepteur, nous savons exactement ce qui peut être interprétable. Je vais vous rappeler quelque chose qui n'est pas nouveau. Quand Chirac avait dit que la démocratie en Afrique était un luxe, c'était pour venir, pour certains, c'était pour consolider la position des tyrans à son temps. Ça a permis à ce que des gens qui estiment que... Ça a permis à ce que des intelligences
qui n'avait pas pris, et puis cela a fait que le président de la République, M. Biya, avait fait une sortie médiatique. Il avait dit que le pays, il n'y a pas de raison de s'attaquer à nos intelligences qui veulent revenir et qui veulent poser des actes qui viennent pour la démocratie dans notre pays. C'était en réponse aux propos. Et il y a eu des propos comme ça. Le Cameroun n'est pas la chasse gardée de qui que ce soit. Voilà autant de mots qu'il faut revenir historiquement pour qu'on comprenne exactement ces échanges. Ça peut faire le random qu'on veut donner parce qu'il y a une sortie d'un chef d'État. Mais en réalité, nous vivons dans quel contexte? Il faut voir le traitement. Nous prenons sur des problèmes basiques. Monsieur Lison et son papa se retrouvaient dans une brigade de gendarmerie avec un Français. On va lui accorder d'abord la possibilité de mieux se développer. On va te traiter avec une manière un peu de mépris du tout. C'est de ça qu'il faut parler. Parce que d'une manière ou d'une autre, les gens, mes confrères qui ont fait des titres de ce genre, sont libres. Mais est-ce qu'il y a vraiment des stabilisations? Il y a tout ce qu'on donne comme insinuation là. Les propos diplomatiques, je les considère d'un chef d'État d'un pays. Nous pouvions riposter en lui disant que voilà la forme et la forme de ses esprits. Nous n'avions pas un pays où il y a une programmation d'un certain nombre de choses. Voilà ce que les politiciens ont dit pour ceux dont je rencontre. La sortie de Macron vient au contraire consolider. Qu'est-ce qu'on demande à M. Biya? Qu'est-ce que Macron a demandé? Il a écouté tout à l'heure l'affrontement entre l'Allemagne, la France, l'Angleterre, qui ont permis à ce que l'Afrique se désolidarise d'un certain nombre de choses. Non, mécaniquement, les propos de Macron, pour moi, vraiment, quand j'ai vu ça hier et avant-hier, quand j'ai pris Jeune Afrique, j'ai essayé de décrypter à ma manière, parce que on parlera de la politique interne du Cameroun. Et aujourd'hui, le monde est ouvert à ce que les intérêts. Aujourd'hui, nous avons l'Asie qui s'intéresse à l'Afrique. Il n'y a plus ce saupoudrage où les conventions ancestrales. Il est plus normal que vous vouliez acheter une voiture, il faut qu'elle transite par la France, comme il y avait ces exigences des accords économiques de l'époque. C'est ça que l'Afrique devrait combattre. C'est à ça que l'Afrique devait s'appesantir. Ce n'est pas sur les demandes. Ce qui peut booster ou bousculer les habitudes de notre République, c'est des choses qui concernent peut-être les droits de l'homme. Aujourd'hui, quand vous prenez l'assiette de la dette, le trésor camerounais se retrouve en France, dans la trésorerie française. Non, les mécanismes ne sont plus les mêmes. On a dit tout à l'heure que les États n'ont que les intérêts. Et c'est Jacques Chirac qui l'avait dit. Il avait dit à dessein. Quand vous voyez aujourd'hui ce que la France a comme potentiel, je ne vois pas le président français fragiliser les intérêts de la France à travers un langage qui serait d'ordre à ce que ça perturbe les intérêts de la France au Cameroun. Nous pouvions tous voir des échanges sur l'ensemble des choses. Mais la chose qui est la plus importante, est-ce que la France, comme le développeur l'a dit tout à l'heure, l'Afrique a ce n'est plus l'Afrique d'il y a 40 ans. Le potentiel intellectuel camerounais permet d'imaginer que les Camerounais rentraient chez eux, devaient lui opposer une certaine adversité intellectuelle. Je ne crois pas que les Français auraient accepté qu'il y ait cette ouverture démocratique en Afrique. Non, aujourd'hui, on est sur une approche. Est-ce qu'un pays continue avec ce qui peut concourir à s'accepter dans le Conseil des Nations? C'est de ça qu'il s'est agi. Le Conseil des Nations a ses exigences. Est-ce que nous respectons les droits de l'homme? Est-ce que la justice fonctionne normalement dans un État? Est-ce que l'économie d'un pays ressemble au mécanisme et à ce que les canaux exigent à travers le monde? Voilà ce qu'un État, ce sur quoi un État devrait se présenter. Ce n'est pas la sortie d'un Macron pour moi, pour moi ça me laisse à zéro. Le chercheur que vous êtes, l'écrivain et le journaliste indépendant, se sont-ils heurtés par les propos du président Emmanuel Macron, ou alors il estime que ce sont des propos comme ceux qu'on a déjà entendus, très souvent entendus, par la bouche de ses prédécesseurs? Déjà, je vais vous surprendre. Hein. Le général de Gaulle est venu demander de l'aide au Cameroun pour lutter contre l'Allemagne nazie. Ça veut dire que dans le processus d'évolution de la France,
effectivement, le Cameroun, les pays africains ont pris part pour que la France, la grande France, soit libérée. Je dois également vous rappeler que dans le processus d'évolution de la France, en ce qui concerne l'Afrique, nous avons la rencontre houleuse entre deux hommes, Sékou Touré et le général de Gaulle 1958. Nous avions en face deux hommes, Sékou Touré qui voulait une Afrique plus émancipée, une Guinée-Conakry qui aurait plus de pouvoir, plus de place. En face, on avait quelqu'un, le général de Gaulle, qui lui aussi avait autant le verbe comme Sékou Touré, qui a tout montré que non, il n'y avait pas là à encourager des velléités d'émancipation. Et je rappelle que 14 ans plus tôt, à la conférence de Brazzaville, effectivement, la France nous avait montré que aucune émancipation n'était possible. Les faits sont têtus. La réalité aujourd'hui en Afrique noire francophone, elle n'est pas compliquée. Nous avons effectivement, n'est-ce pas, une plantation qui est cet espace, et la France veut que cette plantation soit à vitam aeternam pour elle. Maintenant, il appartient à ces personnes vivant sur ces territoires de décider qu'il n'en sera plus ainsi. C'est-à-dire que l'acquisition, la souveraineté doit être totalement acquise par ces populations. Alors, lorsque vous me posez la question de savoir si je dois être choqué par ces propos, je vous dirais que non. Je pense même que... Cela semble susciter un tollé général dans l'Afrique noire, dans l'Afrique maghrébine, mais également à l'intérieur du Cameroun. Je vais parler autrement en disant tout simplement qu'il y a d'autres moyens que le Cameroun devrait mettre en place pour se faire respecter. Ce que le Cameroun doit mettre en place pour se faire respecter, c'est d'être uni, de fabriquer la richesse et d'être plus fort. Pourquoi pas détenir même l'arme atomique? Pourquoi pas? Qui ne respecte pas aujourd'hui la Corée du Nord? La vérité, c'est ça. Nos États sont nés en Afrique dans le désordre, dans la divergence, avec le tribalisme, avec tous ces germes. Nous avons aujourd'hui la malchance que nos populations ne se retrouvent pas derrière le même objectif pour construire le pays. Pendant qu'on veut développer le pays, il y en a qui nous tirent en arrière avec le tribalisme et ceci, cela. Les pays les plus avancés, qu'il s'agisse de l'Afrique, de l'Europe et ailleurs, c'est ceux qui ont un minimum de consensus au sens de l'intérêt général. Aujourd'hui, vous regardez le Cameroun, et c'est la honte, il faut qu'on se le dise en tant que Camerounais, nous sommes plus préoccupés par le tribalisme que par la construction du pays. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui ressemble au parti unique. Non. La République qui doit être respectée par la France, c'est cette République où les populations ont un minimum de consensus. Regardent dans la même direction, même s'ils ont des points de vue divergents, mais au moins ils ont un creuset commun. Aujourd'hui, la France elle-même ne peut pas aller trop loin dans qui nous écoutent et qui ne savent pas. C'est clair, nous savons tous ici que les entreprises pétrolières qui sont les mieux placées au Cameroun, ce sont les entreprises françaises. Plus de 90% du pétrole camerounais est exploité par les entreprises françaises. Je vous donne un exemple très simple. Ça veut dire de manière concrète que le président Macron, quel que soit ce qu'il dira, il ne pourra pas aller très loin, même si la diplomatie lui permet de dire un certain nombre de choses, parce que la diplomatie aussi également là pour arranger, il n'ira malheureusement pas trop loin. Mais le plus important, c'est nous-mêmes. Comment nous concevons notre force, comment nous nous organisons pour être une force, afin, n'est-ce pas, de prendre ce qui nous revient, c'est-à-dire avoir une force plus importante à l'international. Il faut avoir une force plus importante à l'international, mais davantage, aujourd'hui, quelqu'un le dit, le Cameroun est davantage fragilisé. La classe politique ne semble pas avoir pris fait et cause. Elle est restée un peu attentiste face à cette déclaration du président Emmanuel Macron. Non, ce n'est pas toutes les déclarations, enfin, ce n'est pas le fait de ne pas avoir déclaré officiellement que ce n'est pas pris en considération à l'interne. L'écho sonore de ces propos est bien arrivé, du moins dans le cas du MRC, bon, sauf que étant la principale victime de la violation des droits de l'homme, aujourd'hui, vous voyez, le tribunal militaire juge plus de civils que les militaires. Lorsque M. Macron demande des gestes d'ouverture et un renouvellement du Cameroun, c'est en fait le pilier
de la lutte du MRC. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir l'espace politique, il faut ouvrir l'espace démocratique, et il faut renouveler, c'est-à-dire qu'il faut penser à la transition au sommet de l'État. Donc nous, au MRC, ça ne nous surprend pas que cela vienne de cela soit dit par Emmanuel Macron, parce que c'est notre priorité. Bon, je voudrais revenir sur quelque chose de très important, comme pour emboîter sur le pas de M. Yombi, M. Yombi. Parce qu'en fait, il y a un principe de droit romain antique qui a beaucoup humilié le droit international, la terra nullius, c'est-à-dire la terre sans maître. Les Français ont trouvé au Cameroun une terra nullius. Une terre sans maître. Comment ça va pas de maître Cameroun? Mais bien sûr, s'il y avait de maître, aucun président français, passons par Emmanuel Macron, comme si d'autres n'avaient pas eu la même posture, peut-être moins silencieuse, mais de manière subtile. Ils ont trouvé une terre sans maître. C'est aux États eux-mêmes, c'est-à-dire c'est au Cameroun lui-même de s'imposer un maître qui est soi-même. Je voudrais aller... Il y a un peuple qui est souverain, et vous l'avez retenu tout à l'heure, même si vous l'avez dit entre guillemets, c'est une souveraineté juste apparente. Cette souveraineté fait l'objet d'une fiction. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on parle d'un État souverain, c'est un État qui est disposé lui-même à prendre ses décisions stratégiques, à équilibrer, à autonomiser son économie, à pouvoir se défendre militairement. Regardez la dépendance militaire entre Paris et Yaoundé. Elle est énorme. La plupart de nos officiers sont formés où? À Saint-Cyr. Ils ne sont pas formés pour rien. Ils sont formés même idéologiquement. Il faut donc travailler la souveraineté d'un peuple, ça ne se déclare pas. La nation camerounaise depuis 60, puisqu'il s'agit d'elle, aurait eu une opportunité de travailler sa souveraineté pour se défendre face à des puissances étrangères. Et ça passe par quoi? SAPT mondiale, elle siège aujourd'hui au Conseil de sécurité des Nations Unies, parmi les 5 pays. Donc elle s'est appuyée sur une puissance de projection économique. En procédant en transfert de technologie, aller voler ailleurs, la technologie ailleurs venir développer chez soi. Quel est notre plan de sortie de cette dépendance? Nous devons travailler davantage à garantir nos intérêts. Donc, je dis, la terre sans maître, c'est justement ces États-là qui n'ont pas... On a pensé qu'au lieu de développer la diplomatie politique, il faut développer la diplomatie quoi? Technologique et économique. Parce qu'à partir de la technologie, on peut travailler notre tissu industriel et on peut renforcer notre processus économique. À partir de là, on peut, j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure, l'armement. L'armement, ça passe par la sécurité. On est souverain quand on a une armée. Pas une armée qui traque sa propre nation, mais une armée qui défend le territoire face aux ennemis externes. Une armée, c'est l'armée. C'est le positionnement géostratégique, ça passe par une puissance de projection militaire. Il faut travailler ces ressorts économiques, militaires, et c'est ça qui renforce la souveraineté d'un pays. Elle ne se déclare pas. Regardez, monsieur Michel a dit tout à l'heure, hein, le Cameroun garde son argent où tous les recettes d'exportation, 50% comme les 14 autres pays de la zone franc, sont gardés dans le trésor français. C'est 2 000 milliards, les derniers comptes faits en 2019. Le rapport qui est sorti dernièrement, c'est 2 000 milliards que que la France détient aux Camerounais dans les trésors français. Regardez la marge de manœuvre. Qu'est-ce que vous allez dire à la France? Emmanuel Macron, c'est nous qui voyons ça comme ça. C'est nous qui voyons ça. Je vous dis, c'est une fiction. C'est une fiction. J'entends parler de renouveler des accords. Oui, il faut renouveler les accords, peut-être agiter l'arme nucléaire. Même ici à l'océan Atlantique, il va envoyer 2 bateaux. Tu vas signer l'accord comme il veut. Sans toutefois te faire l'annonce. Je dis, les pays africains, notamment le Cameroun, nous devons travailler notre souveraineté pour que ce qui peut paraître aujourd'hui comme une injure de M. Macron vis-à-vis du peuple camerounais ne se répète pas. Est-ce que Macron peut dire ça à l'Afrique du Sud, au président sud-africain? Non. Est-ce qu'il peut parler comme ça à Vladimir Poutine? Jamais. Il peut parler comme ça au président chinois? Net. Pourquoi? Parce qu'il sait à qui il s'adresse. C'est de cela qu'il est question. Donc, soyons solidaires pour relever notre économie. Nous allons la relever, nous allons travailler des domaines de dissuasion pour défendre notre territoire et être un pays suffisamment souverain. Docteur Johnson, du point de vue du MRC, on est encore en plein dans la colonisation, on n'en est jamais sorti. Je le disais tout à l'heure,
il faudrait qu'on se comprenne bien. Il n'y a pas une égalité souveraine entre les États. Ça, on l'a compris. Ah oui, mais il y a un rapport de force entre l'État. Si nous comprenons cela, cela veut dire que les questions de souveraineté, à mon sens, ne peuvent pas nous permettre de partir comme un exutoire pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, seulement quand on a compris cet esprit, je crois que cela est bien. Alors, Frédéric, moi je voudrais dire une seule chose qui me paraît aujourd'hui pertinente, c'est que on a l'impression, et on se pose parfois la question de savoir, est-ce que l'Afrique est-elle maudite? Parce que ça, c'est la question. Est-ce que l'Afrique est-elle maudite? Est-ce que l'Afrique a-t-elle mal de la démocratie? Parce que je vais vous dire aujourd'hui, quand les pays, un pays tel que la France, regarde tout le désordre qu'il y a en Côte d'Ivoire, par exemple, pour la tenue d'une élection, regarde tout le désordre qu'il y a au Cameroun, regarde comment les partis de l'opposition ne peuvent pas se concerter et se mettre ensemble, regarde comment l'économie est en train de péricliter. Ces pays ne profitent que de ces désordres-là pour entrer dans l'arène et s'imposer. C'est un peu comme si, j'allais dire, le manque de vigilance des chèvres de l'eau réussi à pénétrer dans la bergerie. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire en réalité que les présidents français ont compris une seule chose, que on ne peut vaincre l'Afrique dès lors qu'elle est désordonnée. Parce que si l'Afrique est ordonnée, si l'Afrique est organisée... On organise la déstabilisation, contrairement à ce que Michel non, écoutez, je voudrais développer un autre aspect. Alassane Dramane Ouattara annonce qu'il ne posera plus sa candidature. Emmanuel Macron l'accompagne. Voilà, c'est un démocrate. Oui. Et quand il fait un retour de l'âge, il dit, parce qu'il y a cas de force majeure, je remets ma candidature. Effectivement, Macron l'accompagne pour dire que oui, effectivement, il y a un cas de force majeure et que si les intérêts, en fait, ça c'est ce qu'il dit. On n'a pas vu d'autres alternatives, donc on doit faire avec. Or, du côté du Cameroun, quand il parle de l'ouverture, en réalité, il constate qu'il y a un verrouillage démocratique qui ne débouche pas vers une alternance politique. Parce qu'il faut aussi le dire, il dit, il faut ouvrir. Donc, l'ouverture dont développe Emmanuel Macron ici est une ouverture qui repose à la fois sur le plan démocratique, parce qu'on se rend compte que la tenue des élections, oui, elle est régulière, mais le déroulement de ces élections est parfois marqué par des actes de fraude, par un manque de transparence. Macron appelle donc à cela. Par exemple, William parlait tout à l'heure des mesures consensuelles dans l'élaboration ou la fabrication des règles qui vont déterminer le jeu électoral, le jeu démocratique. Donc, c'est autant de choses. Vous imaginez que et M. William a pris de très bons exemples tout à l'heure, en indiquant que pourquoi Macron ne donne pas ces injonctions, si on peut les considérer entre guillemets de cette manière, à l'Afrique du Sud. Pourquoi non, mais d'autres pays, ça ne se passe pas forcément de la même manière. Est-ce que forcément parce que la France n'a pas colonisé un pays que cela l'empêche d'aller développer ses intérêts dans ce pays? Mais davantage, le discours avec ce pays-là n'est pas le même qu'avec... Cherche toujours à trouver une impulsion, à trouver une consolidation démocratique. Ce que je voudrais dire, Frédéric Motoné, c'est simplement que et quand il ne sert pas le peuple et qu'il sert, on a l'impression que c'est un pantin qui sert les intérêts étrangers, ça devient très compliqué. Et vous observez très bien. Regardez, Charlie Hebdo était décédé, vous avez vu les réactions des États, des chefs d'État africains. Ils sont même déplacés. Nous avons perdu ici. Mais vous avez pu qui réagir, ne serait-ce que seulement en Afrique. Donc c'est pour dire quoi? Il faut dire qu'on le dise clairement que les Français, en réalité, il n'y a pas d'amis, il y a d'intérêt, et que parfois leur attitude prête à confusion. Parfois, ils jouent d'une certaine opacité, c'est-à-dire que dans le sens justement de préserver leur intérêt. Je vous ai pris tout à l'heure l'exemple de cette taxe sur le téléphone portable. Je dois vous avouer que, au-delà de la pression d'abord du peuple camerounais à la base, mais je dois vous dire que la France a estimé que ses intérêts devaient être mis en cause et hypothéqués. D'où dans la nécessité aujourd'hui. Est-ce qu'on en parle encore? C'est devenu un épiphénomène. Donc c'est pour dire quoi? Que la sortie d'Emmanuel Macron, que Emmanuel Macron fait sur le président Paul Biya. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Willy Mbengue du MRC tout à l'heure, mais davantage,
au regard de ce que M. Emmanuel Macron a dit au président Paul Biya à travers les colonnes de Jeune Afrique, peut-on parler d'injonction? Le docteur Lucien Sobanza dit que ce ne sont pas des injonctions, mais c'est davantage une espèce de pression psychologique. Il a d'ailleurs dit que c'est de son fait, de par sa pression, ou alors de par sa demande, que le président du MRC et bien d'autres acteurs politiques ont été libérés pour pouvoir recevoir le président Paul Biya en France il y a quelques mois de cela. Bien, j'ai souvent coutume à le dire. J'ai écouté tout à l'heure Willy Mengue du MRC, ça m'a paru un peu trop. C'était un peu de l'extrémisme dans son langage. Je voulais pas. Il faut bien que les gens comprennent qu'il faut pas toujours voir midi devant sa porte. Les amis du MRC là, permettez-moi, ils ne voient que midi devant lui. On le voit le jour qui se lève. Je le dis avec beaucoup de retenue parce que d'une manière ou d'une autre, quand on dit qu'on est dans une république où la terre s'en maître, je ne veux pas, je fais la différence, vous laisserez terminer. C'est vous qui en faites un jugement. Mon jugement de journaliste, j'ai 37 ans de métier et je pense que je peux avoir observé que M. Ahidjo a été président de la République. Est-ce qu'il a positivé? Il est parti. M. Biya est président de la République. Au-delà de la longueur du temps qu'il passe, où certains souhaiteraient son départ, son imminent départ ou un changement démocratique. Les institutions, il n'y a qu'à voir la mauvaise foi, elles sont mauvaises. On demande la révision du code électoral, on demande certaines choses, un certain nombre de choses, mais il y a l'Assemblée qui est mise en place, il y a le Sénat, et M. Biya maintenant dans les élections régionales, vous n'allez pas me dire que nous sommes dans une terre 100 mètres. Je suis désolé, on s'adresse aux Camerounais, je veux bien qu'il y ait des objets. Tout le monde ne peut pas avoir la détention d'une arme nucléaire. Ce n'est pas possible parce qu'on voit comment on lutte contre l'Iran, qui détient pratiquement une arme nucléaire en ce moment. La Corée, on a beau faire des menaces, ils détiennent une arme nucléaire. Si nous pouvions développer une science, c'est la tricherie. Les Chinois, il y a 40 ans, ont envoyé leurs valeurs à travers le monde, tricher pour qu'ils reviennent maintenant poser des actes où ils détiennent l'économie mondiale. Il faut qu'on se dise un certain nombre de choses. Ce que nous demandions dans ce pays, je fais partie des victimes de la démocratie. J'étais en 1994 embastillé, j'étais en prison parce que je demandais la liberté de la presse. Donc, j'ai dormi dans les champs de veillards à Limbé. Donc, il faut que les gens sachent, quand nous parlons, nous sommes témoins de l'histoire. Dire qu'il n'y a pas une institution en place, les mécanismes sont mauvais. Vous et moi, nous partageons peut-être cet avis. Il y a des approches qui ne nous intéressent pas, que les Camerounais n'ont pas avec eux. Oui, mais dire qu'un ensemble, que toute la nation est titanisée, je dirais non, parce que je ne pense pas que ça serait la solution à nos problèmes. Nous développons ici une approche qui paraît être contextuelle. Le contexte actuel. Est-ce que nos dirigeants, ceux qui ont la charge d'implémenter un certain nombre de choses, vont dans le sens de la demande de la majorité du peuple? C'est ce questionnement qu'il faut bien se poser sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. C'est des questions auxquelles il faut s'appesantir. Rien n'est un modèle en ce moment, mais il faut pouvoir travailler pour qu'il y ait une espèce d'amélioration. Et c'est pour ça que l'extrémisme, la sortie de Macron n'est pas celle qui viendra régenter la société camerounaise. C'est un chef d'État français. Tant que je vais vous dire, c'est son peuple camerounais. Mais monsieur, il s'est adressé au peuple camerounais. J'ai bien dit à son peuple camerounais. Il s'est adressé à son peuple camerounais, Macron. Je me pose bien des questions. Il est libre de monsieur, il ne peut pas s'adresser et comprendre la sortie de Macron. Il ne devrait pas nous laisser indifférents. D'accord. Ça, il faut le dire. Mais, je vais vous dire, quand vous prenez le nombre d'employés français dès l'instant que le contrat, par exemple, de DIT a été retiré à SDV, vous connaissez le nombre de Français qui sont remontés, qui sont au chômage en France? Certains touchaient entre 10 et 12 millions de cadres français ici. C'est tout à fait normal que quand le poids du chômage en France s'alourdit
Quand viennent basculer les tendances, on va nous rappeler que vous êtes peut-être un pays indépendant. J'écoutais encore avec beaucoup d'attention Yumbi qui disait que dans 10 mois, les contrats de pétrole vont être révisés, ce qui est un fait. Mais maintenant, où est le point d'intérêt? Est-ce que nous allions signer aveuglément ce contrat parce que nous sommes une nation soumise, où nous allions mettre en place ce qu'on appelle des intérêts gagnants-gagnants? Parce que d'une manière ou d'une autre, je ne pense pas que rendu aujourd'hui, le Cameroun a aussi son problème, celui de gérer ses chômeurs. Il faut qu'il y ait des entités de production. Il faut qu'il y ait un certain nombre de choses, monsieur Luison Le Semba. Vous n'avez pas à me dire qu'il faut compter sur nos intelligences pour qu'ils comprennent que les intérêts sont d'abord préservés avant d'avoir à donner aux autres. La Chine court derrière notre pétrole. Les Américains nous font pression. Vous croyez que tout ce qui se passe quand ils prennent position fait cause pour les autres qui disent qu'ils viendront leur donner tout ce pétrole-là? Non, la côte gauche, le nord, le pétrole, il y a une découverte du pétrole au nord. Donc il faut voir partout où les Camerounais peuvent avoir un débat, une approche contradictoire qui amène les uns et les autres à sauvegarder d'abord l'intérêt du Cameroun, ce qui est souvent difficile à faire, parce qu'il ne faut pas qu'on nous brandisse. Parce que moi je suis d'accord qu'il y a 50 ans, qu'on ait envoyé nos officiers des armées aller se former à Saint-Cyr, on n'avait pas mieux. Quand nos footballeurs aillent ses essais en France, on n'avait pas mieux. Jusque-là, non, acceptons même qu'à l'époque, aujourd'hui, on peut payer à Béga et Jean-Paul Lacone aller remporter la coupe, les Jeux Olympiques. C'est un Camerounais. Il est parti avec une équipe camerounaise, il a remporté. C'est cette méthode que nous décrions, celle que nos experts, ou bien ceux qui y sont, qui ont la gestion de notre nation aujourd'hui, peuvent apporter en termes de contribution sur le plan de l'avancée technologique, sur le plan d'un certain nombre de choses économiques, mais pas de croire que, comme disait mon ami du MRC, que non, tout est pourri et tout est par terre. Non, je ne pense pas. Alors, avant de revenir à Willy Longuet du MRC, est-ce que sur le plan politique, puisqu'on l'a entendu dans les propos d'Emmanuel Macron, il faut cette ouverture, est-ce que malheureusement tout est cadenassé? Pourtant, on a le sentiment qu'il y a cette ouverture, cette perspective d'ouverture démocratique au Cameroun et dans le strict respect des conventions internationales, mais bien au-delà, dans la volonté de mettre en place un cadre de respect des droits de l'homme au Cameroun. Je vais vous répondre à votre question en commençant d'abord par dire quelque chose. Le Cameroun est né dans la violence. Il ne faut jamais l'oublier. Dans la souffrance. Le Cameroun est né dans la violence en 1960. C'est-à-dire que ceux qui ont pris les tenants l'ont pris dans un contexte de violence. Et ce sont même les violents qui ont pris ce pouvoir. Et si je me fie à un terme de sciences naturelles, le génotype, c'est-à-dire que vous êtes l'héritage, vous êtes la créature de quelqu'un, en réalité, ceux-là ne sont que les enfants de beaucoup qui ont prôné la violence. Voilà d'abord la réalité, si vous voulez, la réalité dans le contexte camerounais. La violence est partout. La violence s'exprime. On utilise la violence pour réprimer. Alors, ceci expliquant cela, c'est dans cette logique de la violence qu'on retrouve donc un cadenassement dans l'aspect politique. Parce que le jeu politique est cadenassé au Cameroun. Il est cadenassé. Et ça, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'ouverture. Je dis qu'il est cadenassé au sens où, vous savez, l'anglophone il a une expression, you are living in a box. C'est-à-dire que vous êtes dans un enclos. Voilà. Vous courez, vous pouvez vous mouvoir, mais la réalité c'est que vous pouvez vous mouvoir seulement sur un espace restreint. Sans sortir. C'est ça la réalité. C'est pourquoi je vous parlais tout à l'heure, je vous disais tantôt, le Cameroun doit résoudre un problème fondamental. C'est-à-dire avoir ensemble un creuset commun pour regarder le développement. On ne doit pas se regarder en chien de faïence. On doit se regarder en personne complémentaire pour avancer. Mais c'est à la France de venir dire au Cameroun de vous regarder vous en complémentaire, mais plus du tout en chien de faïence. Je reviens sur ce que je vous ai expliqué au départ. J'ai parlé des tenants de la violence. Vous comprenez très bien que ceux qui ont hérité de ce pouvoir, ce sont les enfants de la métropole. Ce n'est pas un secret.
Ou bien vous aimeriez que je déroule ici le fait que dans la zone du Mungo et dans le Nyon Ekele notamment, il y a eu, n'est-ce pas, une importante razzia parce qu'on a voulu, n'est-ce pas, totalement mettre en plat le mouvement nationaliste qui était l'UPC. Nous ne sommes pas venus pour faire ce cours d'histoire, mais les faits sont là. C'est-à-dire qu'on a tué beaucoup de Camerounais, en commençant par Enes Wandie qui a été fusillé sur la place publique à Bafoussam en 71. C'est une façon de dire quoi? C'est une façon de dire tout simplement que, ayant baigné dans cet environnement violent, nous avons encore des acteurs politiques qui ne sont pas de 2020. Ils utilisent des moyens qui ne devraient plus être les moyens d'aujourd'hui. Nous sommes dans un monde ouvert où on ne devrait plus regarder certains opposants comme si on regardait Enes Wandie, d'accord? Comme si on regardait Oumniobé. On doit se regarder comme des Camerounais avec la contradiction qui veulent développer un pays. Et à partir du moment où nous avons ces fragilités intérieures, où on ne s'entend pas sur le minimum, les autres viendront toujours nous donner des leçons. Nous saurons toujours faire parce que les autres en face savent que nous ne sommes pas forts. Nous n'avons pas l'unité. Nous n'avons même pas l'union. De telle sorte que nous puissions résister par rapport à l'extérieur. Donc moi j'invite les entrepreneurs politiques désormais à regarder les choses autrement. Il faut une ouverture du jeu. Mais surtout et par-dessus tout, prenez un autre discours politique qui ferait en sorte que nous nous retrouvions. C'est ça le plus important, que nous nous retrouvions d'abord. Parce que si nous ne nous retrouvons pas, quel que soit ce qui fera faire, ça ne pourra pas marcher. Il faut d'abord qu'on se retrouve en tant que Camerounais. Et vous savez, la particularité que nous avons chez nous, c'est que nous avons du mal à nous dire la vérité. En tant que Camerounais, il faut qu'on s'asseye et qu'on se dise la vérité. Ça demande beaucoup de courage, peut-être ça demande même d'autres hommes. Mais voilà ce dont nous avons besoin pour que ce Cameroun soit fort à l'intérieur et qu'il soit mieux vu à l'extérieur. Je termine par ce que mon frère disait tout à l'heure, la diplomatie économique. Vous savez, le Cameroun a plus que des fondamentaux sur ce que nous appelons la diplomatie culturelle. Personne ne peut me démontrer aujourd'hui que Samuel Eto'o-Fils, Richard Bona sont autant valorisés qu'ils devraient l'être pour que le Cameroun soit mieux vu à l'étranger. Non. Je ne parlerai pas de notre papa Atus Manu Dibango qui est décédé sans servir autant le Cameroun qu'il devrait le faire. Je pèse mes mots, sans servir autant le Cameroun. Le Cameroun a toutes les bases pour être une diplomatie culturelle beaucoup plus importante que certains pays. D'accord? Sur le plan économique, ça peut se faire, mais c'est une façon de dire que culturellement, nous avons quasiment tout. Nous avons plus que l'essentiel pour déjà commencer un chantier sur ces bases culturelles. Alors, on parle de démocratie, on parle des droits de l'homme, on parle de ce contexte sociopolitique. Le président Emmanuel Macron invite le Cameroun à renouveler dans ce sens-là, donc aller dans la perspective de l'ouverture. Est-ce possible, mais davantage, est-ce qu'on ne devrait pas construire ça comme une espèce de leçon du président français? Bien sûr, il faut donner la leçon à un élève qui est têtu. Quand on est toto, on va te répéter la même chose tous les jours. Vous avez encore un peu la sensibilité de Michel. Je ne joue pas sur les états d'âme. C'est-à-dire, en fait, quand dans une salle de classe, on va répéter à l'élève qui est toto. Parce qu'en fait, ceux qui comprennent vite, avant même que le professeur ne termine... l'élève de la France. Voilà. Il ne peut pas être toto. Là, ce n'était pas dans ce sens. C'était dans le sens de servir les intérêts de la France que d'être nationaliste. Ce qui le rattrape aujourd'hui. Parce qu'en fait, si M. Biya avait été nationaliste, c'est-à-dire s'il servirait les intérêts des Camerounais, il aurait laissé un Cameroun fort, une population dynamique. Il a encore le pouvoir. Je dis, bon, 38 ans c'est déjà suffisant. Il peut encore faire peut-être 10 ou 30, sauf que ça ne sert à rien. Cette longévité ne nous a pas produit les effets. Ils ne sont pas nationalistes. Il y a deux phases. Ceux qui ont peut-être une satisfaction ont servi leurs propres intérêts. L'intérêt général doit surseoir les intérêts particuliers. S'il avait été nationaliste, il aurait formé aujourd'hui une nation forte, une nation respectée au-delà des frontières. Et c'est que Macron n'aurait même pas eu le courage de donner les leçons à un élève qui ne comprend pas à chaque fois qu'il faut laisser le jeu. Il faut ouvrir le jeu démocratique. Les libertés publiques, les droits de l'homme. Au Cameroun, c'est une fiction. C'est le rêve. Je vous ai fait comprendre que aujourd'hui, le tribunal militaire juge plus de civils
pour des faits bidons que les militaires. Pourquoi vous pensez que ce sont des faits bidons, M. Kenny? Le tribunal militaire, ce sont des éléments qui... c'est factice. Non, vous savez c'est factice. Nous avons, à travers notre Parlement... C'est factice. Les gens ne peuvent pas... Adopter de nouvelles règles. Les gens ne peuvent pas se lever, tenir l'arbre de paix, marcher dans la rue en guise de contestation, ce que leur donne le droit à la Constitution, et puis on les arrête, ils sont au tribunal militaire. Les gens ne peuvent pas se lever. Les règles du jeu. Les règles du jeu sont justement très rétrécies. C'est pour ça qu'il faut une ouverture en matière de respect des droits de l'homme. Respectons au moins les règles que nous sommes fixées. La liberté d'expression, la liberté d'appartenance politique, la liberté pour les formations politiques de se déployer, la liberté d'opinion dissidente dans une démocratie. Respectons au moins cela. C'est une liberté enchaînée qu'on nous offre. C'est la dynamique des consciences. Le Cameroun de 82. Le Cameroun de 82 n'est pas le Cameroun de 2010, 2020. Nous comprenons de plus en plus. Regardez ceux qui sont en faction d'opposition. C'est ce dont l'âge est compris entre 30 ans et 50 ans. Ils ont compris qu'ils étaient adoubés. C'est l'éveil de conscience. C'est de cela qu'il est question. Et c'est ça que parle M. Emmanuel Macron. Qu'il faut ouvrir le jeu démocratique. Et c'est la deuxième fois qu'on le lui rappelle. Vous dire que ce sont les élèves qui ne comprennent pas vite, que le maître de temps en temps est obligé de répéter la même chose. Donc c'est une répétition qui est revenue parce qu'elle était venue bien avant. Monsieur, vous ressemblez aux gens... Et je voulais... Non, moi je voulais vous dire, vous ressemblez aux joueurs de footballeurs que quand on a convoqué 35 joueurs à l'équipe nationale, dès l'instant qu'on l'a laissé, qui n'est pas sélectionné, il se contente des défaites de l'équipe nationale. Non, ce n'est pas ça. Parce que vous estimez que quand on n'a pas... Quel est le citoyen camerounais normalement équilibré, qui va estimer que parce que, mais rien que pour sa seule posture, le fait que tout ne ressemble pas à sa manière de penser, tout est négatif. Nous sommes en train de vous êtes en train de nous embarquer à un débat qui me paraît un peu, qui n'a rien à voir déjà avec le sujet, mais de deux, que vous estimiez que vous êtes un joueur. Ce n'est pas de cela. Ne faites pas... Puisque vous dites qu'un élève... Non, moi je ne fais pas poser des questions. Je crois que je fais que répondre aux questions qu'on m'a posées. Non, vous n'êtes pas en train de répondre aux questions parce que vous êtes en train de prendre une partie qui me paraît bizarre. Parce que moi, je ne peux pas forcément partager votre point de vue. Non, vous avez votre point de vue qui n'est pas a priori le mien. Moi, je suis obligé de vous dire qu'un certain nombre de choses que vous avancez ne nous permet pas moi je vais vous dire que ça ne me permet pas d'avoir un certain éclairage sur le questionnement de celui qui fait la politique. Votre incapacité à me comprendre ne doit pas déterminer mon raisonnement. Je voudrais dire qu'en fait, comprenons dans quel contexte M. Macron revient à rappeler à l'élève qui ne comprend pas. En fait, en juin 2021, se tient le sommet France-Afrique. Et vous savez très bien qu'il a rappelé dans cette interview que pour que M. Biya aille en France en visite officielle à Lyon, il a fallu un visa. Le visa, c'était les gestes d'ouverture, dont libérer Maurice Kamto et d'autres prisonniers. Donc peut-être aujourd'hui, M. Biya va devoir le libérer une fois de plus, comme il a signé en résidence, pour qu'il se représente en France en juin 2021 pour le sommet France-Afrique qui prépare justement les nouveaux accords pétroliers. Donc je disais, M. Macron, on le revient aujourd'hui, parle à un élève qui ne comprend pas. Il faut libérer le Cameroun. Respectons les règles que nous nous sommes fixées. On a dit démocratie, on a dit multipartisme, ça fait plus de 30 ans aujourd'hui. Observons le multipartisme. Non, ça c'est, il y a une cartographie dans l'opposition. Ça, c'est les opposants d'accompagnement du parti au pouvoir. Le véritable opposant, c'est justement celui-là. C'est justement celui-là qui a su résister à ce petit piège et qui postule aujourd'hui. S'il y a un véritable opposant ou pas, ou il y a un véritable opposant ou pas. On a parlé sauf qu'il n'y a pas de démocratie. On n'a pas d'ouverture. Et en termes d'ouverture, on constate, vous et moi et les autres panélistes sur le plateau, que nous avons une démocratie, certains appellent démocratie avancée. On a plusieurs partis politiques
qu'il soit de la majorité présidentielle ou de l'opposition, on a toujours dans la même perspective là, des élections, et le docteur Somba l'a rappelé tout à l'heure, des élections qui s'organisent de manière régulière au Cameroun. Cela pourrait également consacrer la démocratie, mais plus loin encore, on va, si je dois emprunter l'expression du docteur Somba, on va consacrer dans les jours qui viennent le processus de décentralisation à travers ce pays-ci n'a pas un problème d'élection. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu des élections dans ce pays que ce pays a du mal à prendre du vol dans son programme économique. La preuve, c'est que M. Biya a été élu 7 fois successivement. Ce qui est d'abord une aberration en démocratie. La démocratie admet l'alternance au sommet de l'État. On ne peut pas parler de démocratie pendant qu'un seul citoyen a fait 7 mandats, pas 7 mandats de 7 jours, 7 mandats dont l'équivalent vaut aujourd'hui 3 ou 4 générations. Un seul citoyen. On ne peut pas parler de démocratie si les institutions porteuses de pouvoir, elles sont 3, non pas de frontières, dont ne sont pas, on appelle ça la séparation des pouvoirs. Regardez les relations entre l'exécutif et le judiciaire. Regardez les relations entre le judiciaire et le législatif. On ne peut pas parler de démocratie, c'est le folklore. Je dis, rien que ces 2 éléments nous éloignent du jeu démocratique au Cameroun, sans compter l'embastillement des véritables opposants. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat de l'embastillement des véritables opposants. Sauf que c'est un débat qui s'impose. On aura peut-être le temps de parler dans une autre émission de Tout au clair. Je voudrais donner la parole au docteur Louison et Somba. France-Afrique, on en parle. On se souvient qu'avec Nicolas Sarkozy, il parlait de refonder la France-Afrique. François Hollande également est là dans la perspective de la refondation de cette France-Afrique. Aujourd'hui, peut-on estimer que cette France-Afrique est refondée au regard de cette sortie? Non, pas du tout. Pas du tout. Et on le disait tout à l'heure, on a qu'en réalité, dans cette dynamique du sommet France-Afrique, la France ne va jamais accepter de traiter 50-50. Elle devrait pouvoir y arriver. Elle pourrait donc y arriver que si on a en face une Afrique qui a du répondant, je vous disais tout à l'heure que dès que l'Afrique est désorganisée, mais l'ennemi réussit à vous ployer, à vous extraire un peu comme une vache, à vous traiter comme une vache. Donc c'est pour dire quoi? Que en réalité, quand Macron accède au pouvoir, Emmanuel Macron, le président français, l'idée principale c'est que les attentes des Africains étaient justement la mort de cette France-Afrique, parce que les Africains se sont rendus compte qu'ils ne tiraient aucun bénéfice réel de cette relation. Parce que, et si vous regardez, quand vous suivez l'interview du chef de l'État, je crois qu'il était au Japon, ou je crois en Chine ou au Japon, il disait que le Cameroun n'est pas la chasse gardée de qui que ce soit. Mais ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'en réalité, le président ouvrait un boulevard aux autres pays, justement, de leur dire, écoutez, le Cameroun est une terre attractive, c'est une terre d'accueil, où si vous, investisseurs, vous avez besoin de venir opérationnaliser et densifier vos activités, venez au Cameroun. Ce n'est pas la chasse gardée de quiconque. Donc, à partir de cette expression du président Paul Biya, au pouvoir, qui peut, mais pas qui veut. Ça veut dire également que le président démontre au président Hollande qu'en fait, lui, il est régulièrement élu. C'est-à-dire qu'en fait, l'électorat est démocratique et justement bien implémenté au Cameroun. Or, j'ai eu l'occasion de lire sur une autre chaîne de télévision pour dire que quand on parle d'un État démocratique, il y a 4 choses qu'il faille vérifier. Le multipartisme, l'organisation régulière des élections dans une périodicité bien déterminée, la séparation des pouvoirs et le dernier point, c'est la promotion et la protection des droits de l'homme. Sur ces 4 piliers de la démocratie, on peut donc commencer à se questionner. Est-ce qu'il y a le multipartisme quand même? Bien sûr, nous sommes à près de 305 partis légalisés. Maintenant, est-ce que ce multipartisme a véritablement permis une alternance au Cameroun? On dirait non. Nous sommes plutôt restés dans ce que j'appellerais une transition politique. Maintenant, on peut questionner le deuxième pilier, qui est l'organisation régulière des élections. Oui, les élections sont régulièrement organisées, mais ce qu'il faille relever en termes de dénouement, c'est qu'il y a beaucoup d'actes qui ternissent la transparence et la tenue et le déroulement de ces élections. Maintenant, celui de la séparation des pouvoirs. On se rend bien compte que
on a un exécutif qui a une prééminence sur les autres institutions de l'État, c'est connu. Et maintenant, l'autre pilier qui est la protection, et j'allais dire la promotion et la protection des droits de l'homme. Si vous allez bien vous rendre compte qu'en Afrique, et on a toujours coutume de le dire, il y a des très beaux tests, des très belles institutions, mais surtout que c'est ce foisonnement des tests mis en place, mais qui ne permettent pas d'assurer véritablement la promotion et la protection des droits de l'homme. Quand vous prenez le Cameroun, vous avez les lois, vous avez d'abord au niveau de la hiérarchie normative, vous avez la Constitution qui est le test fondamental au niveau de son préambule de l'article 65 de notre Constitution, qui dit que le préambule désormais fait partie intégrale de la Constitution. Et vous savez que c'est dans le préambule que sont consignées toutes les valeurs relatives à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Donc vous voyez, au niveau des institutions, on a aujourd'hui la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés qui est là. Vous savez qu'on était parti du comité à la commission, parce que la commission a plus de valeur sur le plan juridique qu'un comité. Alors vous voyez donc qu'il y a toutes ces institutions en place, mais aujourd'hui on se rend bien compte que l'exercice des libertés publiques, surtout les libertés collectives, sont en train de véritablement prendre un coup dans son implémentation pratique. Monsieur Moussa, on va revenir toujours sur les propos d'Emmanuel Macron. Il nous parle de pacifier le pays, et ceci en référence des crises que nous avons au Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest davantage, Boko Haram à l'extrême nord du pays. On a également une espèce de fronde à l'est du pays avec les rebelles Séléka qui continuent de sillonner la frontière camerounaise, pas véritablement en guerre contre le Cameroun, mais davantage à raison de la crise sociopolitique en République centrafricaine. Mais on le sait dans le même temps, quelques jours avant cette sortie, le président Emmanuel Macron disait on ne négocie pas avec les terroristes, on combat les terroristes. Est-ce qu'il n'est pas en contradiction dans ses propos? Bien, Frédéric, je suis un peu gêné avant que je ne chute sur votre question, je vais tout simplement dire que à mon ami merci, que je suis souvent peiné parce que la discipline d'un plateau et mon élégance sur les plateaux ne me permettent pas souvent de ne pas me dire que je ne peux pas comprendre. J'avais souvent l'impression que c'est vrai que si tout le temps j'étais sur les plateaux avec mes amis du MRC, j'ai l'impression qu'ils viennent avec une pile qui est bien formatée où il la déroule tout le long du plateau. Ça veut dire que même s'il y a quelque chose sur lequel on peut s'appréhender pour voir intellectuellement différemment, chez eux, c'est une habitude que j'ai déjà pour certains. C'est-à-dire que c'est comme si c'était, on vous formate, on vous dit vous allez sur le plateau, voilà ce que vous allez dire du début à la fin. Pour revenir à votre question, vous savez, on dit souvent que les propos politiques sont d'ordre à voir à quel moment et à quel instant on les prononce. C'est ce qui est une évidence. Parce que quand vous voyez ce que les États mettent en place pour lutter contre le terrorisme, il y a bien des choses qu'on aurait pu faire dans le domaine du développement que de mettre ça pour lutter, pour lutter contre le terrorisme. L'armement coûte déjà extrêmement cher pour les États. Ça fragilise les États qui ont une économie fragile comme la nôtre, la Centrafrique, le Tchad, le Mali et la Côte d'Ivoire. Tous ces États sont embastillés dans un contexte d'affrontement interne, ce qui fait que si Macron dit qu'on ne lutte pas, on ne négocie pas avec les terroristes, c'est dans un contexte où il estime que peut-être l'appui que la France apporte à travers la coopération, les moyens que la France met pour cette bataille ne leur permet plus de régenter l'économie française. Mais ce n'est pas le cas avec les pays qui sont confrontés directement à ça. Et regardez un peu nos économies. Depuis pratiquement 10 ans, la guerre du Boko Haram, la guerre du Boko Haram, il faut voir combien de fois nous contournions la réglementation économique du monde pour pouvoir trouver à pouvoir s'armer. Et heureusement qu'aujourd'hui, quand on demande au Cameroun de s'allier aux Tchadiens, mais il y a des organisations que les États africains, de l'Afrique francophone, surtout de l'Afrique centrale, ont mis en place pour lutter contre le terrorisme. Donc, si Macron nous dit, est-ce qu'il faudrait que c'est Macron qui vienne nous dire qu'on ne négocie pas avec les terroristes? Parce que le préjudice qu'il est créé, il est créé d'abord au pays de l'Afrique centrale.
C'est nous qui subissons les assauts, c'est nos enfants qui sont enlevés, c'est nos intérêts, c'est les écoles qui ne fonctionnent pas. Je ne sais pas si ceux qui sont terroristes du côté de l'extrême nord ne le sont pas du côté du Nozo. C'est lui maintenant à dire, est-ce que c'est à Macron à nous enseigner en réalité ce qui nous interpelle. J'ai écouté Yombi tout à l'heure parler de la solidité et de l'unité dans les batailles. Parce que si les Camerounais s'asseyent, si nous multiplions les approches, nous pouvions apporter des solutions aux problèmes qui interpellent les Camerounais. On n'a pas besoin d'avoir des enseignements. On peut voir un peu ce qui s'est passé chez les autres et qui a positivé pour l'implémenter chez nous. Ça veut dire que nous, je l'ai dit à l'entame de ce débat, que tout ce que nous pouvions faire et qui concourt à l'unité nationale, qui permettent à ce que les uns et les autres, la démocratie, l'économie, les économies, tout, si ce n'est pas mis de manière à ce que chaque Camerounais se sente chez lui et qui se sente engagé pour ce que sa nation pose comme acte, nous ne pourrions pas être en train d'être instrumentalisés par un petit discours ou une petite sortie de Macron. Permettez-moi d'utiliser j'ai écouté Bison dire que quand Biya prenait le pouvoir, Macron faisait la classe de première. C'est si bien, ça fait plusieurs générations. Mais que pour moi, je suis traditionnaliste. Permettez-moi de dire. Vous vous souvenez que lorsque Emmanuel Macron allait au Burkina Faso, il avait tapoté l'épaule de Kaboré. Tous les Burkinabés, c'était, on va dire quoi, mais refusé d'accepter ce. Frédéric, c'est de ça que je veux parler. Parce que chez moi, dans ma culture mamoise, l'aîné est sacré. Le droit de naissance est sacré. Laissez-nous les habitudes des Occidentaux. Mais là, on est en plein rapport de force que l'on a dit tout à l'heure. Non, mais occidental, non, africain. Non, tu as vu. C'est deux cultures différentes. Non, c'est bien deux cultures différentes. Mais sauf que nous ne sommes pas là dans le domaine d'une idéologie culturelle. Nous sommes dans la diplomatie. Mais il n'y a qu'à voir. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de ce qui nous arrive. Donc, vous savez que dans le Cameroun a tout. Le Cameroun regorge tout. Si nous voulons avoir des lettres de noblesse, si un petit frère comme Lison me manque du respect, je dis que je ne parle plus à son domicile. C'est terminé. C'est terminé. Je me contente depuis que Bien-être allait se soigner en Suisse. Il ne vit pas au Cameroun. Non. On peut trouver des mesures alternatives. Est-ce que vous avez dit que le président Paul Biya devrait refuser désormais toutes les invitations? Nous avions le pétrole, nous avions tout ce que la nature a voulu accorder à d'autres États en moitié, en émettant. Nous, on a tout, nous sommes un pays riche, le diamant, l'or et tout. L'Afrique en fragilisant l'autre, parce que si nous n'avions pas de gaz ici, la Russie continue. Vous avez vu, nos réserves en délit sont stockées dans un bureau à Paris, en France. Mais ils en font usage depuis Mathusalem. Si on s'amuse à faire ce jeu-là que vous non, je ne conduis pas. Non, je veux tout simplement dire qu'il y a des dispositions, il y a des méthodologies qu'on peut politiquement mettre en place qui permettent à ce que 5 ans. Je veux bien que sur le plan argumentaire, que l'enfant vienne avec des arguments qui permettent à ce que le vieux comprenne que son temps est un peu dépassé. Aujourd'hui, nous sommes dans un système informatique à l'heure très évoluée. Mais il y a des choses que je ne peux pas comprendre que mon enfant, fût-il Einstein, qui vienne et qui commence à me tapoter par l'épaule, bien qu'il me tienne un certain langage. Je crois que chez nous, ça n'existe plus depuis la nuit des temps. Même si le choc culturel, mettez-moi l'expression, dans la perspective d'un rétropédalage. Il faut pacifier dans le nord-ouest, le sud-ouest, du bref, le Cameroun qui connaît des crises ça et là, mais en même temps, on nous dit, face à des ennemis de la République, on négocie, on prend les armes, on utilise les armes. Pour le faire taire, il faut que les armes crépitent. Pour qu'ils comprennent et qu'ils respectent la République, il faudrait que les armes crépitent. Ce n'est pas deux sons de cloche en même temps.
C'est Emmanuel Macron qui a dit dans son interview que entre la France et l'Afrique, ça doit être une histoire d'amour. Vous voyez jusqu'à quel point ça nous excite ici sur le plateau déjà. C'est vraiment une histoire d'amour. On l'aime et on la déteste. C'est une histoire d'amour, la France et nous. En fait, en diplomatie, il y a beaucoup d'hypocrisie. Vous devez sans doute le savoir, il y a beaucoup d'hypocrisie. Nous avons des éléments concordants. Disons que la famille Moulin-Fournier a été libérée à l'extrême nord du Cameroun après versement de rançon. Et on a même des éléments un peu plus précis quant au versement de cette rançon. Je rappelle à ceux qui ne savent pas que Moulin-Fournier, c'était un monsieur avec sa famille qui était au parc de Ouaza, qui était enlevé et qui travaillait pour une entreprise de gaz dont je vais taire le nom ici, là, une fois de plus, le gaz, le pétrole, on revient là-dessus. Et beaucoup d'argent a été versé. Et parmi les personnes qui étaient dans le circuit pour que l'argent soit reversé, il y a un certain Abdallah Adamou qui était en détention, mais qui a été libéré il y a environ une année. Et il a été dans beaucoup d'affaires liées à Boko Haram, et enlèvement et ceci, cela. Donc, il y a le discours de l'hypocrisie. En même temps, vous avez bien compris que lorsqu'il y a la guerre, il y a les industries d'armement qui se font énormément d'argent. Donc ça veut dire que c'est toujours bon à prendre à partir du moment où il y a un désordre quelque part et que moi, pays faisant la promotion d'une économie qui doit s'émanciper, que je propose mes services. C'est ça la réalité. C'est un peu, si vous voulez, le côté hard de la chose. C'est vrai maintenant qu'il y a un côté soft. Avec un discours, on veut évidemment, n'est-ce pas, séduire, on veut parler d'une certaine façon, on veut parler des droits de l'homme et bien d'autres choses encore. Le monde tel qu'il a toujours été structuré a été majoritairement tourné vers la guerre. La guerre, c'est une chose qui a été constante dans les relations internationales. Nous n'inventons rien. Sauf que pour le cas camerounais, concernant la guerre, je fais une digression, la guerre au nord-ouest et au sud-ouest, ce sont des Camerounais qui tuent des Camerounais. C'est ça la particularité de cette guerre, ou alors des guerres que le Cameroun mène depuis une dizaine d'années. C'était différent avec Boko Haram parce que théoriquement, c'était des étrangers. La guerre contre Bakassi, c'était contre les Nigérians. Mais cette guerre au Nozo, elle est particulière parce que ce sont les Camerounais qui tuent des Camerounais. Une fois de plus, je reviens pour dire que les Camerounais doivent faire l'effort pour qu'il y ait une certaine unité. Que les Camerounais se regardent en termes de Camerounais et non en termes d'ennemis. Maintenant, pour continuer, je dirais tout simplement que si le Cameroun doit donner des directions à son développement, dans le domaine économique, politique et financier, il n'appartient guère à la France, évidemment, n'est-ce pas, de nous imposer quoi que ce soit. Il nous appartient, nous, Camerounais, de proposer nous-mêmes notre projet de développement. À la limite, les autres peuvent nous apporter des contributions pour que nous améliorons ce que nous avons. Malheureusement, l'idée que nous avons de nous-mêmes, c'est que nous n'avons rien sous la main. Nous sommes en train de consommer quasiment ce que les autres nous apportent. L'aîné parlait tout à l'heure de Mitterrand avec le fameux discours de la Baule, les ouvertures démocratiques. Je rappelle que si, lorsqu'on regarde la trajectoire, c'est évidemment parce qu'il y a eu cette injonction, d'accord, de Mitterrand avec le discours de la Baule, disant que désormais l'aide serait conditionnée à la mise en place de la démocratie, que finalement notre chef d'État a décidé de mettre en place, évidemment, n'est-ce pas, cette démocratie. Et nous y sommes entrés tête de main liée, sans évidemment être dans une logique de progressivité, parce qu'aujourd'hui on se donne l'impression, comme c'est la démocratie, on fait tout au même moment, tout sera bon tout de suite. Je rappelle que les États-Unis, l'alternance au pouvoir est matérialisée dans ce pays depuis 1952, sauf erreur. L'alternance au pouvoir avec la limitation de mandat, c'est depuis 1952 seulement. Donc ça fait juste quelques années, les États-Unis que nous prenons en exemple. Donc je vais terminer en disant tout simplement que pour chaque pays, que ce soit à l'intérieur ou pour l'extérieur, il faut un rythme. C'est ce pays lui-même qui définit son rythme en fonction de ses intérêts, prend un peu de l'extérieur parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie. Mais c'est très dangereux lorsque nous prenons tout de l'extérieur pour pouvoir implémenter ce que nous voulons bien. Nous aurons ce qu'on appelle, n'est-ce pas, malheureusement, un développement qui ne nous ressemble pas. La France ne connaît pas la guerre comme le Cameroun la connaît aujourd'hui. Le Cameroun, c'est plusieurs points de guerre. Mais est-ce qu'il faudrait suivre, par exemple, le discours d'Emmanuel Macron, faire la guerre? Il faut comprendre que Emmanuel Macron s'est beaucoup plus appesanti sur
le front de l'extrême nord, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme face à la secte islamiste Boko Haram, et a recommandé au Cameroun de s'impliquer davantage. C'est une recommandation de votre point de vue? Oui, une recommandation. C'est pas une injonction? Bon, prenons peut-être le qualificatif que nous voulons, mais je dis que c'est de lui que cela vient, c'est-à-dire le Cameroun doit s'impliquer davantage parce que le Nigeria et le Tchad semblent porter aujourd'hui le plus lourd tribut. Donc il a dit, quand il parle de tuerie, ça veut dire qu'en fait, de ce côté-là, ce sont les terroristes. C'est le terrorisme qui sévit à l'extrême nord, enfin dans le bassin du lac Tchad. Et il faut donc pas négocier avec les terroristes, il faut faire face aux terroristes, il faut les tuer. C'est différent de la situation qui prévaut dans le nord-ouest et le sud-ouest, où l'option militaro-sécuritaire a complètement fait ses limites. On a vu les dégâts, on a compris aujourd'hui, enfin pas que parce que nous dans le MRC, nous n'avons jamais été pour l'option militaire, nous avons toujours été pour l'option historique et politique. Vous savez ce qui se passe au Tigré? Bon, ça c'est un autre contexte. Ça c'est un autre contexte. Il est prix Nobel de la paix. Il ne négociera pas avec qui que ce soit pour ce qui est d'un millimètre carré de son territoire. Nous ne copions pas toujours les mauvais exemples, on peut se copier les bons exemples. Si ça se passe comme ça de ce côté-là de l'Éthiopie, ce n'est pas a priori ce qui va se passer dans le nord-ouest et le sud-ouest. On vous l'a dit tout à l'heure, c'est une guerre fratricide. Au Tigré, c'est une guerre fratricide, ce sont des frères qui se tirent dessus. Le Premier ministre a demandé aux populations de quitter le territoire parce que lui, il est prêt à tout raser. Le contexte n'est pas le même. Il faut aller interroger la causalité d'une guerre. Là-bas, par rapport à la nôtre, nous avons compris que c'est des erreurs politiques que nous avons commises, notamment en 72, qui nous entraînent dans cette situation que nous avons aujourd'hui. On peut donc aisément revoir nos erreurs pour que l'équilibre de la justice revienne normalement et que de s'entretuer. Vous l'avez si bien compris, c'est une guerre fratricide. Les Ambazoniens, c'est des Camerounais. Les jeunes soldats dont l'âge est compris entre 18 et 28 ans qui tombent là-bas, c'est des Camerounais. Les civils, c'est des Camerounais. Ceux qui sont en exil de gauche à droite, c'est des Camerounais. C'est l'économie camerounaise qui est complètement mise en berne. Vous avez vu notre balance commerciale depuis 2016. Elle a complètement chuté parce que le cacao, le café de l'autre côté là qui partait, ça ne sort presque plus. Vous voyez, l'endettement depuis 2016 également a pris un croix très important. C'est parce qu'il faut entretenir les troupes au front. Il paraît que c'est 50 millions la journée. Le ravitaillement, les armements, c'est même plus. C'est même plus, parce que c'est des chiffres qu'on estime à peu près comme ça. Et vous voyez donc qu'il faut entrer ça pendant plusieurs années. Ça coûte cher à l'économie camerounaise. Cet argent aurait pu permettre qu'on goudronne peut-être la route de Bolova à Comme2, Crédit, acheminer. C'est de cela qu'il est question. Donc, il faut sortir de cette période de violence dans cette zone. Mais par rapport à Boko Haram, il faut comprendre, la seule volonté ne sera pas celle du Cameroun, c'est une synergie pour au moins 3 États. Il y a d'ailleurs une plateforme qui avait été constituée il y a 2 ans et qui avait été envoyée là-bas pour repousser cet ennemi externe-là. Donc vivement que le pays soit pacifié parce que ça nous retarde beaucoup. Donc on revienne sur la solution politique qui consiste à négocier un cessez-le-feu dans cette zone du nord-ouest et du sud-ouest et qu'on fasse un véritable dialogue comme en 1961. Vous avez vu la table de John Goufoncha et Daï, il n'y avait pas les armes, même dehors il n'y avait pas le protocole militaire, mais ils ont tout arrangé là avant d'en tenir ça le 1er octobre 61 et tout allait bien. On peut revenir là-dessus. Je rappelle que la route à Comme2 Bolova est en chantier. Hein. Non, je suis de là, c'est mon pays. Elle n'est même pas en chantier. Non, absolument pas. J'étais avant-hier. Non, on a ces éléments de notre reporter. Non. Qui nous assure que l'entreprise. Je vous dis que c'est. Rien ne bouge. La mobilisation. L'entreprise n'a pas de financement. Le ministère des Transports publics dit qu'il n'y a pas de financement. L'entreprise accuse le gouvernement. C'est-à-dire c'est les accusés. La falsification qui est évoquée, est-elle possible? Oui, bien entendu, je pense que le discours de Macron, du moins la sortie de Macron quant à combattre les sécessionnistes, doit être bien restitué. Et je crois que Willy Mengue a très bien fait de le préciser pour dire que c'est par rapport aux actions de Boko Haram
et pas justement sur la crise du Nord et du Sud-Ouest. Mais, Frédéric Motomé, c'est ce que nous avons toujours dit, et ici de tout, appelé de tous nos voeux, que, vous savez, la petite expérience que moi j'ai, et surtout la petite expérience que je tire de l'histoire, et des enseignements comme tout le monde de l'histoire, c'est que aucune guerre d'une telle nature n'a jamais trouvé solution à partir des armes. C'est-à-dire qu'on peut dire que l'option militaro-militaire a toujours montré à un moment donné ses limites. Et dès que c'est le cas, il faut lever le curseur pour justement ouvrir la voie vers une option politique et non plus politicienne. Parce que je vais vous dire, je crois que c'est sur ce plateau ou un autre où je disais par exemple que aujourd'hui, le Cameroun a la plus forte communauté diasporique au niveau des États-Unis. Et vous savez, je prends les États-Unis en référence, surtout la Californie, parce que les Camerounais le savent aujourd'hui, un certain nombre de financements partent de là-bas. Et j'ai été heureux qu'il y a 2 jours, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun a sillonné 4 pays, parmi lesquels la Californie, le Michigan et je crois un autre pays, où il a commencé par sensibiliser les Camerounais. Et il a eu une très belle réaction parce que beaucoup de Camerounais qui sont d'expression anglophone lui ont dit de mettre en place une commission de travail. À partir de cette commission, il va recevoir un certain nombre de propositions allant justement dans le sens de résoudre cette guerre. Donc moi je pense que l'option diplomatique dans la résolution de cette guerre me paraît être une option efficace et fiable. Bon, maintenant, et je l'ai toujours dit, M. Frédéric Motomé, il y a le grand frère connaître cet adage dans le bande qui voudrait que quand on se noie et qu'il y a la possibilité de s'agripper sur la queue d'un crocodile, pour sortir, on dit agrippe-toi sur la queue d'un crocodile. Et ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que moi j'ai été très intéressé du discours du président de la République au pédestal des Nations Unies où il s'est dit être mendiant de la paix. Et je me suis toujours posé la question de savoir mais pourquoi le président ne mendie-t-il pas la paix au Cameroun? Qui est un pays qui lui a tout donné et qui lui-même a tout donné. Parce que ce n'est pas facile de faire 38 ans au pouvoir. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que cette guerre aujourd'hui, vraiment, sa guerre est arrivée tout simplement parce que il y a eu, comme j'ai souvent coutume à le dire, une attitude un peu répressive de l'État. Et c'est pourquoi moi je suis tout à fait d'accord et pessimiste, l'option pessimiste de ce que, peut-être avec la tenue des régionales, avec le principe du choix de la personnalité autochtone, on peut commencer à avoir quelques apaisements. Et je racheterai aussi par rapport à ce que M. Menga a dit tout à l'heure. Vous savez, on ne peut pas engager une option de la décentralisation et comprendre que les conditions de vie des citoyens continuent d'être ardues, compliquées. Regardez aujourd'hui, vous voulez établir une carte d'identité. Vous êtes obligé d'attendre que la carte vienne de Yaoundé. Pourtant, vous êtes à Douala. Vous voulez faire un passeport, vous êtes obligé de monter. Donc, il y a toujours ce centralisme à outrance qu'il faut véritablement régler. Parce que si là, on parle de décentralisation, la décentralisation, c'est quoi? En fait, c'est satisfaire le peuple où il se trouve. C'est tout. Ça veut dire que vous avez vu le 6 novembre, tous les Camerounais de la rue, on leur a demandé quel est le bilan du président de la République. Tous ont dit que c'était un bilan catastrophique, ce n'est pas bon. Et le président a dit, ok, donc maintenant, je vais émanciper chaque citoyen, chacun sera responsable à son niveau et va développer sa localité. Et d'où aujourd'hui, l'option peut-être régionale, qui est une option politique qui arrive, certainement, va certainement permettre que les conditions de vie des citoyens s'améliorent. On aura certainement le temps également d'évaluer la mise en route de cette décentralisation à travers les régionales et savoir véritablement ce que ces régions vont apporter au mieux-être, aux conditions de vie des populations. La décentralisation, c'est justement donner la possibilité aux populations de se sentir à l'aise où elles se trouvent à partir, bien évidemment, de l'ouverture, comme quelqu'un nous l'a rappelé sur ce plateau. Avant de prendre les SMS, il nous reste à peu près 18 minutes chrono en main. Il y a 5 minutes là-dedans pour les téléspectateurs à travers les SMS. Michel, je voudrais qu'on sorte un peu du Cameroun et qu'on aille voir sur la Côte d'Ivoire. Vous le savez, Emmanuel Macron s'est également intéressé à Côte d'Ivoire, au Mali, au Tchad à côté de nous aussi. Bref, il a pratiquement évoqué les relations de la France et ces pays qui sont sous le giron de la France. Il a évoqué le cas de la Guinée-Conakry, mais avec la Guinée-Conakry, je parlerai avec Éric Gambi tout à l'heure. En Côte d'Ivoire, il a salué la réélection de M. Ouattara, mais tout de même, l'a dit clairement et ouvertement, M. Guillaume Soro n'est plus la bienvenue en France, à raison de ses propos
déstabilisateur vis-à-vis de la Côte d'Ivoire qui vient justement de relever le défi d'un processus électoral. Mais Frédéric, c'est pour ça que nous avions parlé d'un langage diplomatique souvent très hypocrite. Mais là, on est Vous n'êtes pas... Non, on est dans Ils lui ont l'hypocrisie. accordé l'asile, d'accord, mais maintenant ils disent, si vous continuez à tenir ce type de discours, nous allons vous faire dans notre Mais on comprend facilement comment la France elle est capable de vous sacrifier quand ses intérêts sont menacés. Absolument. Il n'y a rien à faire comme lecture au sujet de Guillaume Soro. Vous savez bien que Guillaume Soro a été le partenaire politique de M. Ouattara. Vous savez bien que Guillaume Soro a posé des actes en Côte d'Ivoire. Le fait qu'il se soit rapproché de Blé Goudé, aller présenter ses excuses à Blé Goudé et à Laurent Gbagbo, elle fait que c'est une espèce d'entente politique. C'est tout à fait normal. Quand on a commencé à arrêter M. Guillaume Soro en France, étant président de l'Assemblée, c'était suffisamment édifiant pour qu'on comprenne que la cause de Guillaume Soro est déjà entendue. Venir à le dire n'est que complément de ce qui est connu. Vous savez, vous n'avez qu'à prendre ce qui se passe. Il a fallu que le président rwandais dise qu'on ne parlerait plus le français, l'éducation, on va basculer avec les enseignements du français au Rwanda, à la suite de ce qu'il voulait qu'on arrête, qu'on continue les éliminations politiques des leaders des leaders rwandais qui étaient exilés en France. On a commencé à les prendre de partout. C'est un pool d'intérêt. Donc, l'attitude, la sortie de monsieur... c'est pas là que les Africains attendaient M. Macron. Là où les Africains attendaient M. Macron, c'était qu'ils disent à M. Ouattara que vous avez dit que vous ne serez pas candidat, vous ne vous représentez plus, ce serait plus loin. Il avait déjà reconnu que M. Ouattara ne pouvait pas être On ne peut pas dire quelque chose et son contraire, M. Moutemer. Il ne peut pas être en train de dire que M. Ouattara, vous avez déclaré ceci et que c'était une très bonne chose, qu'il vienne à reconnaître aujourd'hui la légitimité. Je ne vais pas vous couper. Vous savez qu'il y a un célèbre adage qui dit que si on lit les bœufs par les cornes, on lit les hommes par leur parole. Ça dit que le pacte sous ses valeurs, ça dit que c'est ce que tu dis qui te lit. Mais vous n'allez pas non plus ne pas reconnaître qu'il n'y avait pas un cas de force majeure. Non, mais moi je ne suis pas là. Ce n'est pas un problème de cas de force majeure. Je crois que l'USON vient de donner encore quelque chose d'assez illustratif pour que nous comprenions ensemble que tant que nous ne mettrons que des intérêts, tant que les États n'auront que pour amis les intérêts, les États n'ont pas amis, ils n'ont que les intérêts. Ce mécanisme s'implémentera, que ce soit chez nous au Cameroun, en Côte d'Ivoire, comme cela se fait en Guinée, partout où la France, la Côte d'Ivoire n'est pas exemple. La preuve vient de se faire opérer à travers le langage de M. Macron. Donc rien ne nous surprend. D'accord. La Guinée-Conakry n'est plus un très bon élève pour la France. Au regard du troisième mandat du président Alpha Condé, qui a été réélu aussi avec brio sur le terrain, avec 90%. D'ailleurs, M. Macron dit dans son discours, ou dans son manipule la Constitution pour rester au pouvoir. N'importe quoi. Je vais répondre à votre question, mais avant cela, je vais compléter quelque chose concernant la Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire est l'un des pays où les intérêts français sont extrêmement importants en Afrique. Dans la lecture française, il fallait qu'un ouvrier de la France aille jusqu'à un certain niveau du processus parce que les autres acteurs n'apportaient pas les mêmes garanties que l'ouvrier de la France. Oui. De telle sorte que les autres prétendants au trône n'apportaient pas les garanties suffisantes. C'est pour ça que vous verrez d'ici quelques jours, quelques semaines ou quelques mois en Côte d'Ivoire, de vastes ouvertures. Possiblement, Gbagbo reviendra. Possiblement, Guillaume Soro sera neutralisé. Mais la réalité, en fait, c'est quoi? Et le plus important, c'est que le président Ouattara est déjà là. Et étant président de la République, il va négocier avec qui il veut. C'est important. Le reste, évidemment, ça peut se gérer. Ne soyez pas surpris qu'on annonce même un gouvernement d'ouverture en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait une sorte de partage du pouvoir. Concernant la Guinée-Conakry, vous savez, la complexité de la France en ce qui concerne, il y a évidemment les entreprises françaises comme Bolloré qui participent à la diplomatie française. Ça veut dire en français facile que
vous savez certainement que M. Bolloré, il a pour très bon ami le président Alpha Condé. Donc il est hautement probable qu'à travers un partage de ce qui se fait souvent, il rentrera normalement dans les bonnes grâces de l'Élysée. Ce n'est qu'une question de temps. Je crois que ça va se normaliser d'ici très peu de jours. On espère que cela se normalisera. On en a l'habitude. Et que M. Alpha Condé peut-être puisse également recevoir les félicitations. C'est une tradition dans la diplomatie, même si certains ne comprennent pas véritablement ces rouages de la démocratie ou de la diplomatie qui voudraient que on soit adoubé de cette manière-là par, j'ai pas envie de dire mes patries, mais par une puissance étrangère. On parle avec vous du Tchad. Le Tchad également est au cœur du débat. Et on le sait, l'élection présidentielle est en cours. Est-ce qu'on s'attend à ce que la France... Une fissure sur la morale que la France peut montrer dans ces États de l'Afrique de l'Ouest, bon, ou par extension le Tchad. Quel que soit le cas, la France ne devrait pas cautionner la candidature de Alassane Ouattara et celle de M. Alpha Condé. Parce que c'est des candidatures qui ne respectaient pas la légalité constitutionnelle. Quel que soit le cas, quel que soit le jeu, parce qu'au-delà du jeu économique, les intérêts qu'il faut préserver, il y a l'honneur. La France, en tant que grande puissance, est garant de la démocratie. Il faut comprendre. C'est-à-dire les grandes puissances ont un rôle à jouer. C'est le porteur de flambeau par rapport aux valeurs universelles dont la démocratie fait partie. La France, quel que soit le cas, ne devrait pas cautionner la candidature scénario au Tchad. Encore qu'il y a un flou, même dans le haut niveau du Tchad. Le Tchad aujourd'hui, M. Idriss Déby Itno, il a une posture, c'est-à-dire le Tchad a soit un régime civil, soit un régime militaire. Nous on ne comprend même pas très bien. Il a porté ses maréchal, si c'est... il a porté maréchal, justement pour faire un passage en force. Il a porté maréchal, c'est-à-dire le Tchad... Cela a été salué par la France d'ailleurs. C'est pour vous dire que j'ai peur que le même scénario se reproduise de ce côté-là, tant que les intérêts de la France sont préservés. C'est la même chose qu'on voit au Cameroun, avec le monsieur Biya, dont le bouclier est la France. Donc, en fait, il faut respecter les constitutions. Il faut que au moins la France, en tant que grande puissance qui peut donner les leçons, ne soit pas celle qui protège le chef d'État dont le seul but constitue à s'éterniser au pouvoir en torpillant les constitutions. Donc le maréchal Itno, on l'appelle comment le président Déby, le président Déby, certainement aura la protection de la France. Encore que la France vient de saluer les actions du Tchad dans la lutte contre Boko Haram. Vous savez que beaucoup de présidents africains, c'était le cas de IBK, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, c'est-à-dire s'accroche derrière la lutte contre le terrorisme pour s'éterniser au pouvoir, en faisant des liens avec les éléments de la France. C'est une astuce. Non, là, c'est le dynamisme. Ça, on peut saluer. Sauf que ça ne doit pas être une raison pour torpiller une fois de plus la Constitution et s'éterniser au pouvoir. Il y a un pays vers qui on doit se tourner également pour dire que ça se passe bien. Il s'agit du Niger, dont on pense que le président Issoufou va véritablement passer la main l'année prochaine au terme de ses mandats. Alors, on va sortir avec vous. On a coutumément le dit, la diplomatie camerounaise est excellente. Elle engrange d'ailleurs de lauriers sur le plan international. Est-ce qu'on est dans ce cas de figure pour sortir cette émission? Oui, bien entendu, ça nous permet déjà de rendre un vivant hommage au tout premier ministre des Relations extérieures, William Aurélien Tekimboumwa, qui a été, qui a été comment dire, le chef pas de la diplomatie camerounaise. Alors, pour dire quoi, effectivement, Frédéric Motobé, avant de vous répondre, permettez un peu que je revienne un peu sur les propos d'Émilie, pour justement l'accompagner en indiquant que
africaine. Et vous savez déjà qu'un chef d'État qui est candidat président, qui organise une élection, il sera très difficile de penser que il doit organiser les élections, il a perdu. Non, il a organisé dans quel contexte. C'est-à-dire qu'en réalité, le peuple avait sanctionné Abdoulaye Wade parce qu'il avait voulu faire un troisième mandat de trop. C'est ça donc l'explication qu'il fallait donner aussi. Alors là, c'est pour dire quoi? La diplomatie, justement, dans un pays, joue un rôle capital dans le sens justement de la coopération des États, dans le sens de la préservation des intérêts, et même dans le sens de la dominance idéologique. Dans est-ce que le Cameroun est dans cette perspective, dans cette logique-là? Bon, vous savez, la croisée des chemins que traverse le Cameroun rend un peu sa diplomatie faible. Ça, il faut quand même le relever. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, on ne voit pas, je ne veux pas dire que le jeune Bella ne fait rien. Mais quand vous regardez la diplomatie se mettre en branle, c'est dans le sens justement des déplacements constants du ministre des Relations extérieures qui allait négocier avec tel État, qui allait négocier avec tel autre État. Mais on se rend compte que l'affaire est un peu restée statique depuis un bout. Peut-être la pandémie Covid-19 peut-être peut en être la cause principale, mais retenons quand même que notre diplomatie a pris un peu de bain. Peut-être compte tenu des raisons que nous connaissons. Merci beaucoup à vous tous, messieurs. On va prendre quelques SMS avant de se dire au revoir ce soir encore. Bonsoir. Bonsoir à vous sur le plateau. Un bonsoir particulier au Dr Vision Isoma avec ses analyses enrichissantes. Monsieur Kemajou Angelo qui nous a écrit les propos de monsieur Emmanuel Macron viennent conforter un vieux proverbe qui dit c'est la patate qui a accepté qu'on la mange. C'est ce que nous dit ce dictateur qui s'est exprimé dans la version africaine de cette histoire. Bonsoir à vous sur le plateau, c'est monsieur Didier Alain Desmaillots qui nous écrit. L'émission était bien partie, malheureusement le MRC a repris sa ligne de mauvaise foi manifeste. Le Cameroun ne serait pas démocratique un temps, soit peu, ou un pays de non-liberté qu'il serait en train de s'exprimer ainsi sur un plateau de télévision. L'illusion MRC les rattrapera toujours tant qu'ils n'apprendront pas et resteront autour de la politique, puisque vous avez utilisé l'expression toto, je vous la renvoie. Être Camerounais finalement deviendra un métier que n'exerceront que ceux qui réussiront les tests. Le président Macron a tout simplement fait preuve une nouvelle fois de son immaturité politique et diplomatique, sachant le dire. De plus, la tendance, c'est quoi ce débat d'incompétence? Elle est simple. Elle est simple quand on fait sur le terrain ce que l'on veut ou ce qu'il faut. Votre émission, merci, je l'adore. Mais davantage, s'il vous plaît, gardez les autres, laissez-le MRC. C'est ce qu'il nous dit. C'est ce que dit M. Alain Desmaillots. M. Alain Desmaillots, tout le monde est partant pour faire une bonne émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Et à votre illustre panel, vraiment le Cameroun est le point de mire de plusieurs pays en Afrique et notamment en Afrique de l'Ouest et centrale. C'est le pays où il y a des débats télévisés avec excellence en politique, mais pourquoi dans ces débats on entend toujours un seul son de cloche, notamment celui du MRC qui est à l'encontre des autres acteurs? C'est Roland de Niamey. C'est un fidèle téléspectateur que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Alors, le monsieur en veste noire et en cravate a des problèmes davantage, comme le parti politique qu'il représente. Est-ce qu'il pourrait davantage respecter la thématique du soir? Bonsoir à vous sur le plateau. J'entends dire que la France a des chômeurs, sauf que le taux de chômage est connu là-bas. Peut-il nous dire donner le taux de chômage au Cameroun? Vraiment, ce n'est pas sérieux. Il n'y a pas de RDPC sur le plateau ce soir, s'il vous plaît, Jules, depuis une commission à Yaoundé. Si, comme on dit, un panéliste a dit un panéliste, on ne doit pas regarder les opposants aujourd'hui comme on les regardait hier, les Oumiobe, NS Wandje et autres. C'est amusant car au regard de ce qui se passe en 2020, rien de différent avec l'oppression de 1960, à l'assassinat de Wandje, puisque ceux-là qui ont massacré les nationalistes sont encore au pouvoir. Si de nos jours, Oumiobe est reconnu héros national, le général qui se bombe le torse de l'avoir assassiné est reconnu comme quoi? Aidez-moi s'il vous plaît à répondre à cette question. Bonsoir à vous sur le plateau, c'est David depuis le Gabon qui nous envoie son message, c'est toute une Bible. Vous faites très bien de parler de ce sujet ce soir. Monsieur Emmanuel Macron provoque
les Camerounais, c'est son avis, il est au Gabon, et il nous dit dans son propos, son seul regret actuellement est que les Camerounais ne sont pas un peuple violent envers les étrangers, car ils cherchent un prétexte pour une intervention militaire au Cameroun. La troisième fois qu'il commentera cette erreur, il aura une réponse, mais pas celle qu'il attend. Ce qui est marrant dans tout ça, c'est que M. Kamto Tous, un ministre, lui répond, mais personne parmi eux n'ose répondre à ce politicien qui a pour fils et ses grands-pères, qui a pour égal ses grands-pères, voilà, au niveau de la gestion du pays, et il n'a pas honte qu'à son âge, il n'a pas encore connu d'autres faits. Je ne vais pas rentrer dans, s'il vous plaît, les points dessous la ceinture, je ne les prendrai pas. David du Gabon, s'il vous plaît, essayez d'être un peu plus respectueux. Le président camerounais lui dira 3 mots un jour, et ce sera pour lui les mots de revoir à son poste de président. Le MRC, lui seul, sait toujours ce qui est mal pour le Cameroun, parce que c'est encore le Cameroun du président Paul Biya. Ils attendent défendre le Cameroun de M. Kamto, et cela n'arrivera peut-être jamais. Bonne émission à vous, c'est David depuis le Gabon qui nous a envoyé son message. Bonsoir à vous sur le plateau. Le MRC est malade, les Français et vous voulez vendre le Cameroun et le partager, surtout ces ressources à qui va profiter votre malheureux crime. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci M. Moutomen. Grâce à votre émission, nous découvrons certains Camerounais qui ne comprennent pas la politique et davantage les enjeux du jeu joué par le président Paul Biya. Je reprends ces mots, s'il vous plaît. Bonsoir à vous sur le plateau. Il nous dit, on ne peut pas accepter qu'une ingérence soit faite au Cameroun, comme le souhaite le militant du MRC sur le plateau. C'est Barthes qui nous envoie son message. Autre message, bonsoir à vous, très bon thème. Je crois que si le président Macron a estimé qu'il faut une ouverture, c'est justement parce que le régime du RDPC est devenu répressif. Si on pense autrement que le régime RDPC, alors on n'est plus en sécurité et on est pourchassé. Les libertés ne sont plus respectées. On assiste à des arrestations arbitraires ou des arrestations arbitraires, pardon. Cette sortie du président Macron est la bienvenue pour notre Cameroun. C'est Makita qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Je suis Sangou. Pourquoi il n'y a pas le représentant du RDPC? Il a désisté à la dernière minute. Monsieur, malheureusement, ne peut pas arrêter l'émission à raison de son absence. Bonsoir à vous. Félicitations à vous. Très bon panel, très calme et instructif dans le cadre de cette émission ce soir. Surtout, prompt rétablissement à notre ami et consultant Abel Limilebel. Je rappelle qu'il a rejoint et a quitté l'hôpital pour son domicile désormais. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonne émission, tout simplement, sur les téléspectateurs. Bonsoir à vous. Dit au docteur Bizoy Sonbak en 1982, quand le président Paul Biya prenait le pouvoir, Emmanuel Macron n'avait que 5 ans, donc il ne pouvait pas être en classe de première. Ce que dit ce téléspectateur. Vous voulez dire qu'il était petit, quoi. Bah, on a compris ce que vous voulez nous rappeler. Alors, autre chose, rappeler à M. Macron que le Cameroun n'est pas un pays francophone dans le sens le plus large du terme. Il y a le français et l'anglais, donc il ne peut pas nous donner des injonctions. C'est Patrick de Coton qui nous a envoyé son message. Et puis cet autre message, bonsoir à vous sur le plateau. Bonne émission encore, c'est un autre téléspectateur qui vient de le dire. Je reviens en vous disant bonne émission, c'est Jean-Oscar Obi qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission. Plusieurs autres messages continuent d'arriver. On ne pourra malheureusement pas le prendre le temps de journaliste indépendant. Il est aussi écrivain, chercheur et davantage en relation diplomatique. Il vient d'ailleurs de nous produire, de nous commettre un très bel ouvrage, Le Cameroun, un très bon livre que j'ai eu le plaisir de commencer à lire dans sa version numérique. Je vous le recommande vivement sur sa version papier. Merci également à M. Willy Mongué qui est parti de Yaoundé pour cette émission de ce soir. Merci à vous encore et remercier. M. Mouzala, merci également à vous. Merci à tous ces téléspectateurs qui nous ont écrit également sur notre page Facebook qui est toujours en continu en streaming, ce qui vous permet également de vivre cette émission sur votre smartphone, sur votre ordinateur à la maison. Mesdames et messieurs, prenons rendez-vous pour ce mercredi. Une nouvelle thématique de vos invités. Bonsoir à toutes et à tous.